Oui, oui, le micro, c'est bon. Bonsoir à tous, disais-je. Comment allez-vous? Je suis extrêmement heureux ce soir de faire la première de Heavy Meta, donc l'émission hebdomadaire sur laquelle j'ai travaillé depuis maintenant quelques semaines. Donc je suis extrêmement heureux de partager ça avec vous et du coup d'avoir vos retours, soit dans le chat en direct, soit plus tard dans le Discord, comme vous le sentez. Donc, je suis vraiment extrêmement content. Et en même temps, il y a tellement d'améliorations qui auront lieu au fur et à mesure des semaines et des mois qu'on est encore dans une première version bêta de l'émission. C'est-à-dire que on a le contenu, j'ai la structure, j'ai le contenu de l'émission. Mais pour le moment, la prod, elle est ce qu'elle est, elle est très loin d'être parfaite, elle va beaucoup évoluer. Même dans un futur, j'aimerais bien que les invités soient chez moi, soit dans un local, grosso modo que ça soit mieux produit, qu'on soit tous ensemble, plutôt que d'être chacun chez soi. Et voilà, enfin bref, tout ça pour dire que c'est un peu une bêta, mais je pense que ça peut vous plaire et que ça va vous plaire. Donc je suis extrêmement heureux de lancer le concept et de commencer à prendre les retours dessus. Quoi qu'il en soit, bonsoir à tous. Bonsoir Holmes, avec le Silex, Valak, Nadrak, Ectelion59. Attendez, je suis un idiot, j'ai oublié de poster les trucs de Go Live. Voilà, c'est bon, je suis de nouveau à vous. Bonsoir Brock, bonsoir Graph Express, Ectelion, je l'ai peut-être déjà dit, Oliscorn, Touchous, Torque, G.I. Montana, Zengdar, Metek Fada, Torque, Poim, Boom, Kenny. Merci à tous les gens qui sub, merci à tous les gens qui follow, merci à tous les gens qui discutent. Salut Marquis de Swag. On s'est joué ce week-end, c'était très cool. Salut Sony, Croquette, salut Améthyste, salut Gideon Tosmani, salut Évariste. Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Ça fait extrêmement plaisir de vous avoir pour la première de Heavy Meta. Donc, le format, comme je me répète parce qu'il y a plein de gens qui viennent d'arriver, mais la structure, je l'ai écrite sur les dernières semaines. Elle est amenée à peut-être évoluer un peu suivant vos retours, mais en tout cas, moi, je la trouve très solide. On verra ce qui s'y passe. Et voilà, donc, petites actus avant c'est le début, voilà. Donc, la première section, les petites actus, mes petites actus. Et tout d'abord, je voudrais commencer par vous remercier toutes et tous parce que vous faites un taf de fou. Le nombre de followers continue à monter. Les subs se maintiennent, voire évoluent, ce qui est très très positif pour la chaîne. Pour un petit rappel, si à la fin du mois, j'ai à nouveau au moins 100 subs non prime, j'atteindrai un palier qui me permet d'être en 60-40 avec Twitch, ce qui est très cool. Donc je remercie infiniment tous les gens qui donnent de leur argent pour la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir, ça permet de faire plein de choses et j'espère que ça va vous plaire. En termes d'actu rapide, pas trop long parce que je traîne déjà trop. Euh, Ce week-end, j'étais à un tournoi où j'ai pu jouer le Marquis de Swag, j'ai pu jouer Frosties qui était hier dans le chat, j'ai joué Evariste qui est ce soir dans le chat aussi, et j'ai joué deux autres adversaires, et là je vais m'en vouloir parce que je me souviens plus. Oh non, le blanc. Bon, on le reverra parce que le tournoi va faire partie de l'analyse des tournois. Donc j'ai oublié, mea culpa à mes deux adversaires que j'ai oubliés. On s'est croisés aussi, mais on ne s'est pas joué. Salut Zengdar. Donc, tournoi qui s'est très bien passé. J'ai joué Korn, j'ai fini en 4-1 avec seulement une défaite contre Lumivan joué par Evariste, ce qui était plutôt attendu puisque c'est un match-up très compliqué pour Korn. Donc j'étais plutôt content de la liste. Et donc, pour finaliser un petit peu les actus, ce week-end, je vais jouer à Nottingham à Warhammer World. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de retourner là-bas, de voir des gens internationaux et de voir un peu la méta anglaise. Donc, je vous ferai un petit rapport. Je rentre dans la semaine qui suit et le mercredi soir, on se voit pour du coup débriefer un peu tout ça. Donc, voilà. Pour les actus, on va enchaîner
un petit peu avec la présentation de l'invité et ses actus à lui. Salut Titi, comment ça va Titi? Salut, salut Spoon, bonsoir à tous. Ça va super et toi? Ah bah ça va top là, on a du monde, on est 95 déjà, ce qui est beaucoup pour un live qui vient de se lancer. Merci d'être là. Donc très heureux. Et du coup, Titi, on va pas te représenter, tu es déjà passé sur la chaîne plusieurs fois, tu es partout, tu es sur French Wargame Studio, tu es en tournoi partout dans le monde entier, que ce soit sur du Age of Sigmar, on t'a vu sur du 9e âge aussi, et cetera. On te voit donc partout, je vais pas te demander de te représenter. Par contre, est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes actus du moment, tes tournois, tes entraînements, tes armées? Comment ça se passe? Yes. Alors mes actus, bah, j'ai finalisé entre guillemets mon planning jusqu'au début de l'année 2025, qui va consister en septembre, je fais pas de tournoi, je me suis focus sur de l'entraînement, on va dire, individuel. Il n'y avait pas de rendez-vous qui me convenait particulièrement, que ce soit en termes de date ou de taille d'event et donc du coup, j'ai fait beaucoup d'entraînements individuels. Là, au mois de septembre, j'ai enquillé en 3 semaines à peu près, quasiment une partie par jour, pas loin. Que j'ai énormément joué pour essayer de trouver, comprendre un peu mieux le jeu, comprendre la méta, comment moi je la voyais, vers quelle route je pouvais aller pour la Ligue 1 et Atlanta. Donc ça, c'est mon objectif un peu, du mois de septembre. Je reviendrai après sur les armées et donc, j'ai un training d'équipe pour la Ligue 1 fin septembre et ensuite j'enchaînerai sur, Ligue 1, Ligue 2 en novembre et ensuite Atlanta et décembre, j'irai normalement, peut-être au Luxembourg faire un tournoi en équipe de 5. Voilà. Donc une saison, toute la partie de la saison, on va dire team, qui va après jusqu'à janvier, plus Atlanta, donc ça fait un beau deuxième semestre 2024. Donc ça, c'est pour mes actus et ce que je vais faire et puis après évidemment, c'est ponctué par, des tournages, notamment pour la WWF où du coup on essaie de couvrir petit à petit la version avec des codex review auxquels tu as pu participer également, des rapports de bataille. Donc là, on va sortir il y a un rapport de bataille avec les nouveaux Skaven qui va sortir bientôt. Pour rester connecté sur AWS. Et voilà. Donc ça, c'est pour les actus. Et donc du coup, moi, ce que je joue en ce moment, je joue pas mal de choses différentes. Donc j'ai pu faire mon premier tournoi en V4. Là, on était tous les deux dans Normandie en Nurgle. Ensuite, j'avais des trainings en Osiark, en Khorne, en Gloom. J'ai testé plein de choses en Tzeentch. Donc j'ai c'est un gros joueur du chaos, donc j'ai quasiment testé toutes les factions. Donc voilà, je teste beaucoup, beaucoup de choses. J'ai fait tester du Ogre, j'ai testé du Fake. Enfin, voilà, j'ai essayé de pareil à chaque game d'entraînement que j'essaie de tourner pour comprendre tout le jeu. Et voilà, c'est un peu ça mes actus. Donc je tryhard beaucoup pour essayer d'essayer de retrouver mon niveau que j'avais en fin de V3 sur la V4 et de tout de suite, être au niveau des gros joueurs internationaux en vue de Atlanta. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai ressenti exactement la même chose, enfin, de ce que je retiens de tes paroles, le fait de enchaîner pour essayer de retrouver son niveau, c'est quelque chose, en tout cas moi, que je ressens beaucoup, qui est, j'ai l'impression d'être tellement loin de mon niveau de l'année passée, et ça fait plaisir d'entendre que je suis pas le seul. Et du coup, et du coup, ouais, c'est hyper intéressant parce que bah, ça prouve, je pense que du coup, tout le monde est un peu dans cette situation-là, que ça soit pour les joueurs un peu plus récents ou le haut niveau. Je pense qu'on est tous en quête de ce niveau qu'on avait et qu'on avait parce qu'on avait X années d'expérience sur la version. Mmh. Et je trouve que c'est hyper, hyper cool en tout cas de t'entendre le dire parce que, je Mmh. pense que ça va faire du bien aussi à tout le monde d'entendre ça, que chacun se dise: «Ah, c'est pas que nous, tout le monde galère, les gros joueurs comme les petits joueurs», et ouais, moi je ressens la même chose donc c'est extrêmement intéressant à entendre. Je pense, bah, déjà pour moi mais aussi pour tout le monde donc très, très cool. Mmh. Moi, je prends un exemple pour que c'est peut-être ça soit parlant en termes de niveau, mais par exemple, moi, j'étais un joueur en fin de V3 qui était assez, je dirais, fort à la cloque. C'est-à-dire que dans mes armes de compétition, c'est que j'étais assez bon sur, et la gestion de ma cloque, que ça soit en termes de timing, mais aussi de vitesse de jeu. Je suis un joueur qui est assez rapide, et du coup, je finissais, par exemple, au championnat du monde, j'ai fini quasiment toutes mes parties avec, 25-30 minutes d'avance et donc ça me permettait dans les moments un peu durs de prendre beaucoup plus de temps et de trouver des solutions. Quand j'ai joué là en V4 quasiment sur, on va dire jusqu'à la semaine dernière, je suis descendu quasiment à moins de 5 minutes, voire à jouer la dernière minute 30.
parce que, bah, je manque d'automatisme, je pousse la réflexion dans le jeu un peu trop loin, je me prends la tête et tout, donc c'est super, c'est assez enrichissant. Et du coup, ça me met en difficulté sur des games qui sont pourtant entraînement, donc j'ai même pas la pression de l'événement du tournoi. Et donc demain, bah, quand je vais être en tournoi, il faut que je retrouve mon niveau de confort d'avant, parce que c'est aussi ce qui me plaît en termes de joueur, c'est de pas être stressé par la cloque, mais de pouvoir l'utiliser dans les moments où je vais en avoir besoin, notamment durant le jeu en équipe, où tu peux, bah, changer des maps en fonction de ce que tu peux prendre comme décision. Ouais, bah, et c'est marrant, c'est exactement ce que je ressens. J'ai eu la même chose ce week-end où je me retrouve à finir des matchs. Il me reste 1 minute pour faire monter 5. Ça n'était pas arrivé depuis si longtemps. Mmh. Et je pense que c'est parce que, bah, comme tu dis, on n'a pas les automatismes, notamment sur les premiers tours. Et je fais des premiers tours qui sont très longs et Mmh. qui devraient être extrêmement raccourcis. Et pour gagner ces 10-15 minutes de confort qu'on aurait en fin de partie. Mmh. Mais je trouve ça très sympa d'en avoir parlé, d'avoir évoqué le sujet, parce que ça va faire du bien, je pense, à tout le monde d'entendre ça. Donc, très très cool. Merci, merci d'avoir évoqué le sujet, ça fait plaisir. Mmh. Est-ce que tu as d'autres choses dont tu as envie de parler sur tes actus, que ça soit même des actus perso, si tu as envie d'en partager avec, avec le chat, ou sinon on passe à la suite, comme tu veux, comme tu veux. Non, non, mes actus perso sont pas méga, réjouissantes, donc je pense que je vais les épargner pour le Bah, on te souhaite que ça aille mieux, dans tes actus perso en tout cas. Et du coup, on va passer à l'état des lieux. L'état des lieux, donc l'analyse des différents tournois. Je vous ai sélectionné 5 tournois qui se sont déroulés depuis un mois. Donc, on commence par un tournoi du 11 août et on finira par le tournoi AOS Golden de ce week-end. Et donc, le premier tournoi que je vous ai trouvé, c'est le Old Town Roar in 24, qui est du coup organisé par Gareth. Gareth, c'est un arbitre maintenant extrêmement connu à l'international. C'est un organisateur de tournois également très connu aux États-Unis. Et donc, il a organisé ce tournoi le 10 et 11 août en Californie. On va regarder rapidement les placings, Titi, et comme ça, on va pouvoir Mmh. savoir un peu ce qu'on en pense. Donc, dans les placings, c'est intéressant. On a Nighthaunt. Bon, on ne sera pas extrêmement surpris. Je vais vous zoomer un peu ça. Hop là. Voilà, on va voir un peu mieux. Donc, Nighthaunt, Gloomspite, Cities of Sigmar, Gloomspite, Luminette, Nighthaunt. Grosso modo, hein, si je prends le top 6. Yes. Euh, déjà, qu'est-ce que tu en penses de ce top? Bon, je dirais que maintenant qu'on a un petit peu avancé dans la version, on se rend compte que Gloomspite, qui a bénéficié d'une réputation extrêmement mauvaise à la sortie de la V4, finalement s'est imposé comme, étant pas loin du top 5 facilement désarmé. Derrière, le plus surprenant par contre, c'est City of Sigmar qui, à part cette, je dirais cette, contre-performance par rapport au niveau de l'armée de Jérémy Lefebvre, qui est un très, très gros joueur, américain, heu, fait une percée parce que surtout par rapport aux joueurs et non par rapport à la liste ou même par rapport à l'armée, qui a l'air de quand même de stagner. On verra sûrement dans les autres résultats, mais quand même assez bas dans les classements de manière générale. Donc je dirais qu'en fait, il y a pas de surprise. On retrouve des top joueurs, que ça soit, Tom Guan ou Jérémy Lefebvre au top, avec, en plus des couples d'armées qui sont parfois très bons. Donc, tu l'as dit, du Nighthaunt, du Gloomspite et puis un peu plus bas, je crois qu'on doit avoir du Luminette. Donc, voilà. Donc à part je dirais à part une perf, sympathique de City of Sigmar, malheureusement, on retrouve quelque chose de très classique. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que non seulement on a des factions qui ressortent, mais des joueurs aussi. Vous allez voir que Tom Guan, là, qui a fait 5e à ce tournoi, on va le revoir dans d'autres tournois après, bizarrement. Tom Guan, faut savoir que si je ne m'abuse, c'est le premier joueur au classement mondial, alors que c'est l'ITC. C'est un classement Mmh. mondial. Bon, alors, c'est mondial sans trop l'être, parce qu'il y a des pays qui n'y participent pas ou qui ne sont pas dans l'ITC. Mais en tout cas, pour les pays qui sont dans l'ITC, dont notamment les États-Unis, je crois que Tom Guan, c'est le premier, ça a été le premier pendant très longtemps, et c'est encore le cas, il me semble. Donc, Bon, je pense que ça sera toujours le premier, hein. Il fait un GT par week-end, il fait tous les GT aux États-Unis, tout simplement. Après, il faut savoir qu'il a pas de travail, donc c'est ah, il a pas ça de aide. travail et beaucoup de moyens, ce Et la recette qui pour être fait bon à ce jeu, bah écoute, du temps et de l'argent, comme à peu près tous les exactement, jeux et toutes les occupations, hein. c'est ça. Euh, Et par contre, ça ouvre un truc qui est quand même, assez, fort, c'est que on n'est pas dans un jeu de hasard du tout, puisqu'en fait, on change de version et quelques semaines après, c'est toujours les mêmes joueurs qui
gagnent les events ou se placent extrêmement bien. On voit bien qu'il y a quand même une continuité dans le niveau de jeu dans le Wargame. On a toujours retrouvé les bons joueurs aux bonnes places et il n'y a personne qui est passé de je fais des top 3 au GT à je fais avant-dernier, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est un point intéressant, c'est que pour tous les gens qui disent que c'est beaucoup trop hasardeux, bah, c'est souvent les mêmes qui gagnent. Donc, Mm. soit, et même s'ils gagnent avec des choses qui sont fortes, ça veut dire que bah, ils ont vu les choses qui étaient fortes, qu'ils les jouent, mais il n'y a pas que eux qui les jouent. Et pourtant, c'est souvent les mêmes qui gagnent. Donc, c'est vrai que c'est intéressant comme remarque. Je vais regarder vite fait la liste Cities of Sigmar et j'étais vraiment très très surpris qu'il ait réussi à bien perf avec ça. Après, Jérémy Lefebvre, c'est quelqu'un, comme tu dis, c'est un gros joueur, mais Mm. elle paye pas de mine, hein, sa liste. Hein. On a Calicentol, une sorcière, 10 Drexpawn, 5 Drexpawn, 10 exécutionneurs, un frigide marshal, 5 cavaliers, une commande corps, Galen et Doralia, un Runelord et 10 Hammerers. C'est un patchwork de trucs. Il n'y a aucun spam, il y a presque aucune unité Ah oui, renforcée. c'est magnifique, hein. Il y a les Drexpawn Oui, Knights. mm. Jamais je parie sur cette liste pour faire une bonne perf. Et c'est preuve d'un excellent joueur pour qu'il arrive à faire ça, même s'il a pu Mm. profiter un petit peu probablement du début de version, où il a peut-être eu quelques adversaires un peu en dessous, mais enfin, la liste, il y a de tout. Mm. Après, il bénéficie aussi de ce que j'avais remarqué quand j'étais à l'OLGO, c'est que les gros joueurs américains, donc ils sont allés une grosse dizaine extrêmement connus qui tournent surtout beaucoup, beaucoup. En fait, ils bénéficient aussi d'une aura assez impactante auprès de la communauté américaine qui est quand même assez centrée sur un hobby très cool et très sain et tout. Et donc, en fait, même avec des listes un peu, des fois, patchwork comme ça, où ils mettent un peu de tout, en fait, ils arrivent à s'en sortir parce que déjà, ils jouent très bien. Ensuite, leurs adversaires sont quand même très impressionnés de jouer contre eux en général, et donc, je dirais qu'ils perdent un peu des fois leurs moyens alors que des fois tu les vois, c'est sur des matchs, ça aurait été impossible qu'ils s'en sortent et ils s'en sortent parce que, bah, il y a aussi ce côté-là qui joue un peu, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. On va regarder un petit peu le second TOC GT, qui est le NashCon Age of Sigmar GT 2024, qui a eu lieu le week-end suivant, du coup à Nashville. Et vous allez voir, c'est intéressant parce qu'on retrouve un certain Tom Guan dans le top. Donc, il était en Californie, il va à Nashville. On va pouvoir suivre les péripéties de Tom Guan en Amérique. Donc, En dans vrai, les. il a choisi le Luminette, ce qui n'est pas une mince surprise. Alors, en général, quand il prend quelque chose, il le joue toute la saison jusqu'à ce que ça soit nerfé par Game of Thrones. Bah écoute, c'est un moyen de faire que de gagner, hein, et c'est Ouais, pas c'est clair. moi je suis toujours don't blame the player, blame the game. Et Absolument. s'il y a un moyen, en tout cas dans le jeu compétitif au plus haut niveau, vous pouvez abuser des choses qui sont fortes sans honte, puisque bah, c'est le jeu compétitif de haut niveau, c'est normal. À partir du moment où ça suit les règles du jeu, bah, il n'y a pas de honte à avoir. Euh, et donc, on a dans le classement Nighthaunt, Luminette, Cruel Boys en troisième, puis Nighthaunt, Slave to Darkness, Luminette. On a quand même de la redondance dans les armées, étrangement. Hein. On va pas être Redondant, très ça ne surpris. s'arrêtera pas, je pense, hein. Hein. Ça va pas s'arrêter, je pense, au fur et à mesure qu'on va revoir les tournois. C'est ça le Ouais. problème. En fait, ouais, bah, on voit. Bah, par contre, on voit quand même là une liste Cruel Boys au milieu de tout ça. Mm. Euh, En fait, on voit des petites percées par soit des individualités, je pense, soit des joueurs, soit quelqu'un qui a bénéficié qui a peut-être surfé entre les Nighttones durant le tournoi ou qui a réussi à en affronter un et à le battre, ou des trucs comme ça. Mais bon, Crawlbot, c'est une très bonne armée qui, je pense, pour l'instant, pour moi, ne souffre que de la comparaison en termes de système de tactique par rapport aux autres armées du jeu, qui peuvent le mettre un peu en difficulté quand d'autres ont quelque chose d'un peu plus simple à faire à un autre moment. Mais sinon, ça reste une faction qui est extrêmement bonne et qui a tout à fait sa place dans un top 3 de tournoi, même d'envergure. Ouais, ouais, carrément. Et là, on peut voir que le top 3 ici n'a aucune défaite. Donc, c'est exactement ce que tu dis, c'est que c'est probablement un tournoi avec une centaine de personnes. J'avais regardé combien il y avait de personnes. Il y avait 108 personnes. Ce qui veut dire que pour arriver podium, vous n'êtes pas obligé d'affronter des Nighthaunt. On pourrait regarder, il a affronté. Ah, bah, il y a les noms, mais il n'y a pas les listes.
C'est dommage. Et je pourrais avoir les. On va les regarder vite fait. C'est quoi? C'est Schmidt, son nom. Schmidt. Ah bah il y en a deux. Bon, c'est pas grave. Il a fait Cruel Boys en Game 5, donc combat fratricide. Il a fait en Game 4. Ah, il a sorti un Night Hunt quand même, hein. À Mm. noter qu'il a sorti un Night Hunt, intéressant. Et qu'ils ont un système de points de 15 points à répartir, ce qui est une valeur intéressante. Euh, il a sorti un Slave to Darkness, ce qui est plutôt impressionnant Mm. aussi. Puis un Skaven. Et en première ronde, il a sorti. Il a eu un bail. Il a eu quelqu'un qui n'était pas là. Un peu dommage. Mais bon. Bravo à lui quand même. Et sinon, on Mm. retrouve dans le top Nighthaunt, Luminette, Nighthaunt, Luminette. Un petit Slave to Darkness qui joue soit Be'lakor, soit Archaon, probablement Be'lakor. Voilà, Be'lakor ici, Varangard. Aucune surprise. Les listes Nighthaunt, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de les ouvrir parce que tu peux jouer à peu près ce que tu veux en Nighthaunt. C'est Ouais, suffisamment c'est pas bon. très intéressant, malheureusement. Voilà. Il y a pas vraiment d'analyse à faire, quoi. Il y aura peut-être une analyse post-Battle Scroll, mais pré-Battle Scroll, en tout cas, bon, voilà. Tu Ah, t'en c'est fous des bon. règles. Hein. Les règles ne servent à rien. Les règles ne s'appliquent pas à toi. Et du coup, je regardais la liste Lumi de Tom Guan qui est quand même intéressante puisque il n'a que du vent. Ouais, et Parce que il a changé dernièrement de liste. Il est sur plus de Wind Charger dans ses dernières versions. Très récente de septembre. Donc, oh, c'est un tournoi intéressant. C'est un tournoi qui se jouait à deux listes, j'ai l'impression. Ça, c'est un concept ah oui, très intéressant. ouais, en début de version, en changement, ils autorisent à faire des trucs comme ça, peut-être c'est particulier. Bah, tu sais, c'est un concept, on va dériver 2 minutes. C'est un concept, moi, que je trouve très intéressant d'avoir Mm. plusieurs listes pour un tournoi. Alors, en termes de coût, c'est déjà cher d'aller à un tournoi, de rassembler des figurines, donc ça rend le truc encore plus cher. Donc, je suis pas sûr que ça soit un bénéfice pour la plupart des gens. Mais je trouve qu'en termes tactiques, je trouve ça très intéressant. T'as un avis, Ouais, toi c'est clair, c'est clair. Après, bah, en fait, il y a des systèmes qui ont très bien fonctionné, des trucs comme ça, hein. Typiquement, War Machine, tu as le truc où tu avais 2 casters, par exemple, où tu pouvais choisir et tout. Donc, c'est des systèmes qui ont fonctionné en compète, donc pourquoi pas. Maintenant, bon, comme tu l'as dit, on est sur un jeu qui nécessite beaucoup de figurines et qui est pas seulement je change un mec dans mon armée et ça change tout mon gameplay, quoi. Et ça, malheureusement, je pense que c'est trop limité pour la différence en termes d'impact financier pour les gens. C'est assez con, tu le dis, mais par exemple, entre quelqu'un qui jouerait Slave to Darkness Be'lakor et Slave to Darkness Archaon, bah, c'est entre guillemets complètement injuste. Il y a beaucoup d'euros de différence dans la gestion de la liste, quoi. Yes, tout à fait. Bon, je montrais vite fait la liste. La liste Cruel Boys, qui est une liste très orientée tir. Hein. 12 Bold Boys. Ah non, pardon, il est pas très orienté tir, un petit peu orienté tir. Donc 12 Bold Boys et 4 packs de monstres Aquilaz qui sont exceptionnels. Ça me surprend Mm. pas. Un vautour, une bête, des Gutripas. Bon, Ouais, la liste est top, hein. la liste est cool. Hein. Et puis Mm. les Bold Boys, pour leurs points, ils sont vraiment bons. Les monstres Aquilaz sont excellents aussi pour leurs points. On a un spam d'unités très efficientes pour leurs points et ensuite Mm. des synergies, grosso modo. Mm. C'est ça. Donc pas très surpris que cette liste fonctionne bien. En troisième, on va regarder le Nova Open, énorme tournoi. Il y avait, je crois, 170 participants, si je ne m'abuse, puisque là, ils indiquent 25 places restantes sur 200. Ah non, je pense qu'il y en avait moins. Parce qu'il me semblait que quand j'avais regardé en live, il y en avait moins. Bah non, ils disent 167 quand même. Donc très intéressant, un énorme tournoi. Il s'est déroulé le 30 août, donc on commence à arriver sur une version un poil plus stable, même si un poil plus stable, ça veut dire que forcément les armées top tier, elles sont vraiment actées. Et on va voir, on a en gagnant, en grand gagnant, un Disciple of Zench, et que je connais bien, Mm. Caleb Walters, parce que j'ai beaucoup parlé avec lui sur l'année passée. Parce que, fun fact, c'est la personne qui a gagné le Best Overall euh, à Atlanta l'année passée. Et donc, j'ai beaucoup échangé avec lui parce qu'on a tous les deux gagné le même prix. Et du coup, on échangeait pour voir si ça se passait, etc. Si on recevait les figues, tu sais. Et du coup, je le connais bien, Caleb Walters. Il est hyper sympa.
Et Ah bah, du coup, ça a l'air, enfin, c'est un gros client puisqu'il a eu le best overall, ça veut dire qu'il avait fait une bonne perf quand même. Et là, bah, il gagne le Nova. Il me semble que c'est même pas la première fois qu'il gagne le Nova. Donc, non, non, c'est considéré comme, peut-être le meilleur joueur américain, en termes de niveau pur, vraiment de jeu. Il se bat avec Tom Gwan, mais il shoot dans la même cour. voilà, donc un très gros client. Et il sort une liste de Zench avec probablement Kéros Pigeon. Kéros Pigeon, voilà, la classique. Mmh. Et après, autour de ça, vous jouez des horreurs en général. Et puis lui, il a choisi de mettre 2 packs renforcés de Skyfire. Mmh. Bah écoute, pourquoi pas, hein? Ouais, Pourquoi pas? c'est marrant parce que on voit, tu vois, les premiers tournois, on a vu les choses qui étaient assez, obvious sortir. Donc on a vu tout de suite Luminette et Night Hunt. Et en fait, là, on voit qu'avec un peu plus je dirais, de training ou de retour sur la version, on a aussi des gens qui vont aller chercher à contrer ce qu'ils avaient gagné dans les premiers tournois. Et donc, bah, finalement, on retrouve peut-être des Zinch qui apparaissent, ou ce qui n'était pas facile à la première lecture et qui se retrouvent fort finalement après, quelques semaines de training, notamment entre de bonnes mains. Ouais, carrément. Et j'ai affronté un Zen chaque camp. Et On a affronté le même, ouais. ouais, et Ouais, franchement, en fait, je trouve que tant que tu n'as pas joué ou affronté, tu te rends pas compte de ce que ça fait. ouais, Et le fait de le absolument. voir Il y a du sur potentiel, table, ouais. j'étais en mode, mais c'est génial en fait. C'est un Mmh. style de jeu que je pourrais jouer. Ce que je peux Ouais, pas tout à fait. dire actuellement de Nighton to LRL. C'est des Mmh. styles de jeu qui me plaisent pas du tout. Mais Zench, c'est très fort, mais c'est très aussi. Il y a beaucoup de décisions à prendre à beaucoup de moments, en fait, je trouve, dans la partie. Et Mmh. chaque décision oriente ta partie. Donc, pour moi, et je dis souvent ça, tu as un arbre des possibles qui est très grand avec Zench. Et ça, Mmh. j'aime beaucoup. C'est là. 100% d'accord. En deuxième, on a Tom Guan, encore une fois. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il a fait cinquième, deuxième, deuxième. Il a peut-être fait, peut-être dans le prochain, dans le tournoi d'après, peut-être qu'il sera premier. Il évolue. On a Gavin Grigard, donc on a le trio, hein, j'ai l'impression quand même, hein. On a le trio magique là. Mmh. Parce que Gavin qui Ouais, est extrêmement connu également, hein. ouais, mais il faut savoir que le Nova Open, c'est considéré comme le tournoi le plus dur à gagner des États-Unis. Oui, ouais, ils sont toujours là, les plus gros, et c'est pour eux, ils considèrent que celui qui gagne ça, c'est vraiment le meilleur joueur des États-Unis. Ça leur confère cette réputation-là. Ouais, bah c'est. En fait, ce que j'aime bien, c'est que certes, il y a beaucoup de joueurs, mais il y a énormément de rondes et vous avez un seul joueur en full win. Et ça, déjà, pour Mmh. moi, c'est la marque, j'allais dire, d'un bon tournoi. Ça ne veut pas dire un tournoi à 200 personnes qui fait 5 rondes, c'est un mauvais tournoi. Mais dans des tournois en 5 rondes avec 200 joueurs, vous avez des probas non nuls pour que le premier soit pas tout à fait le meilleur joueur. Là, quand même, le garçon, il a enchaîné 8 games, il les a toutes gagnées. Et du coup, il a eu normalement des pairings qui étaient de plus en plus durs. Donc, Mmh. grosse perf en tout cas. Bravo à lui. Bravo à tout le top, hein. On voit qu'on a du Luminette, on a du Gloom, probablement du Troll. Ouais, je pense que c'est une des dernières versions de la liste avec 18 Trolls, un Trogoth, des Squigard pour avoir de l'output. Je crois que Ronia joue Mmh. également cette liste-là. Ouais, Euh, c'est la version top actuelle, ouais. donc pas extrêmement surpris, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que tout le monde qui pensait que Gloom était très bof, ben, ça revient quand même très très fort. Et il faut voir quand même que 18 Trogoth à sortir bonjour. Et puis les Squigard, bah, tout le monde disait ouais, c'est devenu nul. Alors certes, ça meurt extrêmement vite, mais ça tape toujours, hein. Ouais, ça tape pas, en fait, ça tape comme avant, mais ça meurt plus vite. Donc, le problème, c'est qu'avant, ça avait déjà une létalité que tout le monde trouvait complètement starbée. Bah, il y a un des critères qui a pas changé, quoi. C'est ça. On va regarder le Smite Club Open 2024 qui était le 7 septembre. Donc on se rapproche. C'était ce week-end et c'était à Mesa, en Arizona, aux US. Et là, on a notre Tom Guan en top 1. Il l'a fait son Il est là. top 1 en Bah, luminette. à force d'un GT par semaine, Oui, au final, un GT par semaine, tu finis par en gagner un, hein. Dans la dernière version de sa liste, il joue Sevirette, 10 Wind Charger, Elania Elator, un Spirit of the Wind, encore 10 Wind Charger, des Sentinelles, un Caligrève. Donc c'est un mix Vanari vent, mais beaucoup plus porté sur le vent, puisqu'il a, gna, gna, 1300 points à vue de pif, voire 1400 points de vent.
Donc ça reste une liste qui est concentrée sur le scoring. Et ouais, bah, il y a pas grand-chose à dire, hein. C'est vraiment, bah, c'est une liste qui tourne très bien et c'est un joueur qui tourne Mmh. très bien aussi. Ouais, c'est ce que je trouve sympa avec lui, c'est que c'est enfin, moi qui j'aime bien ce gars-là, je l'ai affronté, mais il est pas très causant, mais il est sympathique. C'est, qu'en fait, c'est une chance de liste à tout au tournant. Donc en fait, quand vous jouez la même armée que lui, c'est très agréable parce qu'en fait, il vous teste le truc en permanence et vous voyez son cerveau réfléchir et les différentes options ressortir. Voilà, c'est assez cool. Yes. En deuxième, on a un Beast of Chaos. Très intéressant Mmh. d'avoir du Beast of Chaos. Moi, quand j'ai lu l'index, enfin le Battle Tome, Beast of Chaos qui sortait juste pour cette année, du coup, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses très fortes et très intéressantes à jouer. Et je me suis demandé, est-ce que les gens allaient le jouer? Et ben, a priori, Bah, oui. j'espère. C'est une de mes armées préférées. Je trouvais que c'était une des armées les plus réussies ou peut-être la plus réussie de la V3 en termes d'écriture. Ils avaient enfin trouvé le gameplay parfait d'une armée en embuscade et tout. C'est peut-être extrêmement triste qu'on s'en sépare de la part de Game Workshop. Bon, c'est peut-être mon plus gros regret de ces dernières années avec GOE. Et je pense que l'armée est toujours très très forte. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, moi je m'en méfie énormément. Je trouve que personne n'a d'XP dessus. Et bah, pour rien te cacher, je pense qu'en L1, il y en aura. Et que ça va être un peu l'as dans la manche de certaines équipes. Mmh. En tout cas, ça me Mmh. surprendrait pas. Dans la liste, on retrouve tout ce qui a fait. C'est marrant, on retrouve tout ce qui a fait qu'en V3 c'était bon. Avec un régiment de renom de Nurgle, qui est pas mauvais a priori, hein. Très intéressant de voir tout ça. Et c'est Mmh. peut-être l'armée qui me fait le plus peur à moi en ce moment, en grande partie pour la partie inconnue. Ouais, tout à fait. En troisième, on a un Séraphon. Donc on a beaucoup de gens qui pleurent un petit peu sur Séraphon. Alors Séraphon, c'est beaucoup moins fort qu'en V3. En même temps, bon, est-ce que c'est un mal? Non. En tout cas, pas à mes Mmh. yeux. Et il y a quand même moyen de faire plein de choses en Séraphon. Et là, c'est une liste avec Slann Starseer, qui sont pour moi les deux entrées les plus importantes de Séraphon. Et Mmh. avec du coup des Raptadon Chargers, des Yuan-Chi qui sont exceptionnels. Et pour taper, 2 packs renforcés de Kroxigor Warspawn. Ça te sort n'importe quoi dans le jeu. Ça tape comme jamais. Et je crois que c'est passé à 6 PV tête. Ouais. Bah, je suis pas extrêmement surpris que ça perve bien. Mmh. Malgré les gens qui pensent que Séraphon c'est bien en dessous. Moi, je trouve ça plutôt bien, plutôt bon. Pas dans le top Ouais, podium, mais. c'est comme, Zinch en fait, c'est des armées qui sont quand même plus techniques que la base, simple à adresser et donc en fait, c'est sûr que tout de suite en première lecture, tu es là: «Ouh, par rapport à avant, c'est chaud» et en fait, bah, c'est technique donc 1re partie de training, tu prends des tôles. Après tu vois: «Ah tiens, ça finalement, ça et ça, c'est pas mal». Puis après en fait, tu commences à mettre des tôles à des types et tu dis: «Ah putain, en fait, je tiens contre, même, des trucs super forts, quoi» et en fait, c'est des armées qui sont toujours techniques, qui ont toujours un gameplay beaucoup plus intéressant pour se raffronter. Zinch, c'est déjà intéressant mais beaucoup plus intéressant pour faire un, avec beaucoup plus d'interaction avec l'adversaire, beaucoup plus agréable à affronter et c'est une armée qui est devenue beaucoup plus close qu'avant. Donc non, c'est vraiment cool, c'est un moi je l'ai joué et affronté, c'est top. Yep. Je vais juste regarder parce qu'on a Kazmoda dans le chat qui dit: est-ce qu'on peut creuser un peu plus le podium du Nova vu le tournoi que c'est? Eh ben, on va rejeter un petit coup d'œil si on a des choses intéressantes dans le podium, Kazmodaï. Parce que moi, mon problème, c'est que, bon, Zench, on a vu Alice, Lumias, on a vu Alice, Gloom, alors Gavin Gregar, je m'attends, on a vu Alice aussi, je crois, hein. Oui, c'est ça, c'est la On a vu liste Alice là-dessus, ouais. de 100, donc on a creusé le podium quand même. Après, on va pas détailler tous les match-ups. Euh, Le Cirque si tu veux, puisqu'il on est peut regarder 4e, le tu Siark, vois, parce de que le là, c'est quand même Siark, pas mal. est-ce que tu veux prendre les paris sur le fait que c'est un catacross? Il y a de fortes chances, il y a de fortes chances. C'est un catacross, au hasard, hein, avec des Morghast renforcés, des Kaolos renforcés, Vok Mortian qui est très bon, qui peut être swappé pour un Soul Mason si vous préférez le Soul Mason. C'est 2 pièces qui se swappent facilement. Un Lich Mmh. Cavalos, des Immortis. Je suis un peu surpris de l'intégration du Lich Cavalos dans la liste parce que je le trouve un poil cher et qui synergise pas tant que ça avec le reste. Maintenant, il porte C'est bien juste les qu'il booste pas un porteur, artefacts. quoi. Ouais, Ah, c'est mais ça. il a pas de porteur en fait sans Soul Mason. Donc oui, effectivement, tu es obligé.
Ouais. Donc oui, bon, pas surprenant, hein, comme liste, hein. Je sais pas ce que tu en penses. Tu as déjà joué contre, J'ai déjà joué contre, c'est peut-être une des listes les plus solides du moment. Elle est bien, c'est très difficile de gagner un tournoi comme le Nova avec ça, mais par contre, faire un bon résultat en tournoi, c'est une très bonne liste de solo, sûrement une bonne liste d'équipes qu'on peut croiser. Maintenant, on peut retrouver des choses qui peuvent avoir des rôles équivalents dans une team. Donc le SARC, pour moi, c'est un choix plutôt qu'une obligation à vraiment le jouer. si on met un Soulmason, on met quoi à la place du Lich Cavalos? Moi, je remettrais du Death Rider. Après, les Ouais, points c'est ça. goupillent pas très bien, mais bon, à voir, quoi. Soit du Death Rider, soit des Terratic Court, grosso modo. Pour moi, c'est vos deux choix d'unités qui vous permettent de faire des tactiques. Là, il manque un petit peu d'unités pour faire du flanking, des choses comme ça. C'est ça que j'aime moins. Maintenant, après, il a peut-être ses raisons à lui de jouer ça comme ça, hein. Et sinon, ensuite, on a du Nighton, du Luminette, Chef to Darkness, probablement Bellacor, et ensuite on descend très bas. Ah, mais en fait, c'est marrant, je pense qu'ils ont été split après la ronde 5, parce que là, on voit le top 8, ils ont un peu leur tournoi à eux, tu vois. Et après, tu as Ouais, le top ouais. 9 à Mmh. 16. On a Noah qui a malheureusement qui s'est incliné dans sa cinquième game et du coup qui rentre pas dans le top bracket, mais qui gagne son propre bracket. Noah, un gros joueur aussi, Mmh. qui était, je crois, coach ou capitaine dans l'équipe des US cette année, il me semble, ou Mmh. même il jouait, je sais plus. Il Et joue. qui a ramené du Daughter of Cain là. Il ramène du coup une Iron Scaled et Deep Blood Sister, Deep Blood Stalker. Il ne joue pas Moratti. Quelle erreur, à mes yeux, en tout cas. Mais il joue du spam de Doomfire Warlock. C'est extrêmement bon si vous ne jouez pas Moratti. Il Mmh. joue de la Kinerai pour faire de la tactique. 2 fois Deep Blood Sister, Deep Blood Stalker. Vous avez beaucoup de choses d'une bonne recette, beaucoup d'éléments d'une bonne recette. Je suis pas sûr que je mettrais une méduse, mais à ce moment-là, pas sûr qu'on puisse faire beaucoup mieux. Peut-être qu'il aurait pu décaler cette unité de Blood Sister avec l'Iron Scale et mettre un autre héros. Moi, je suis pas fan de la méduse, mais sinon, Mmh. voilà. Ouais, ça a le mérite d'être, plus original que Moratti comme liste et avoir perf comme ça avec, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, bah, faut voir que. Moi, je trouve que Moratti c'est plus fort parce que ça vous gère des match-ups juste avec Moratti. Genre un Mmh. match-up Archaon, bah, vous jouez Moratti, c'est bon. Il est Mmh. quasi gagné le match-up. Il y a des match-ups comme ça que ça vous gère, Moratti. Et puis, c'est quand même une armée qui a envie de jouer jusqu'au T5 parce que bah, c'est une armée qui devient de plus en plus forte avec les tours. Et Moratti vous permet de temporiser tellement bien. Là, vous êtes quand même un peu Mmh. vulnérable à l'alpha, même s'il y a quand même du cordon un peu de qualité avec les Warlocks. Euh, Ouais, je pense que je préfère Moratti. Maintenant, bravo à lui en tout cas, qui a fait une perte vraiment pas déconnante au Nova, puisqu'il perd une seule game, qui malheureusement sa game qui lui aurait permis de rentrer dans le bracket supérieur. Du coup, on va regarder en tout dernier tournoi l'AOS Golden qui a eu lieu ce week-end au French Wargame Café. J'y étais, j'étais là. Et j'ai fait, je crois, sixième. 1, 2, 3, 4, cinquième. Ah, c'est ça, cinquième. Avec Korn. Et donc, on va pouvoir regarder un peu le top sans grande surprise. Nous avons donc Nighthaunt, Ogre, Ossiark, Korn, Nighthaunt, Slave to Darkness, Zench, etc. etc. Qu'est-ce que tu penses de ce top, Titi? Je trouve qu'il est pas surprenant de retrouver Nighton, c'est la même liste que celle qui a gagné le tournoi de Caen, donc entre guillemets, elle se réimpose avec, et un joueur qui avait encore moins d'expérience que celui de Caen, sur cette armée-là, donc ça prouve à quel point c'est d'une force sans limite. Et après, Ogor qui fait partie des armées qu'on a découvert aussi en pleine lancée, qui a un très bon potentiel, peut-être un peu plus en équipe, qui peut souffrir de quelques petits problèmes en solo, mais il a dû bien s'en sortir chez Oui, donc bien joué à lui. Et le Glouton, c'est la vie de ce début de version pour les joueurs Ogor. Et après, bah, on a des auteurs qui viennent pointer le bout de leur nez, pas étonnant, comme on l'a dit, Katakros, c'est puissant, c'est solide et ça a toujours été des perfeurs en solo, hein, les Ozarks. C'est une armée qui en solo, c'est solide, c'est stable, ça appelle les bêtises, bon, ouais, c'est pas très étonnant. Ouais,
Et ce qui est marrant, c'est que Glouin, Martin, il a décidé de venir en Arcane parce qu'il voulait tester Arcane. Et il m'a dit que bah, c'était faible. C'est ça que ça sert, hein, ces petits tournois, ces petits tournois, ces tournois-là, de training qui ont un enjeu, si on vient pas faire de golden, on peut aussi tester des choses. Ouais, il m'a dit, bah, globalement, tu mets 2 Soul Mason, bah, c'est mieux. Ouais, il a perdu de sa superbe, lui qui était la star de au cercle, en fin de V3, je pense qu'on le verra prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, voire pas du tout. Ouais, bah, en fait, il souffre du fait que Mortison Council, ça marche pas sur lui et ça rend, les Soul Mason exceptionnels et les Soul Mason sont undercost de fou. 160 points Ouais. pour, un caster 2 qui a un sort de Strike First. Moi, je le prends dans n'importe quelle armée du jeu, hein. Mmh, c'est ça. Donc voilà un petit peu pour les résultats de tournoi. Et du coup, maintenant, je voulais qu'on discute pendant 10-15 minutes de l'état de la méta un peu à ce moment et vers où on se dirige et qu'est-ce que tu en penses. Donc déjà, est-ce que pour toi c'est clair comment dire, il y a un peloton de tête avec X armées ou est-ce que c'est plus mixé? Quel est toi ton avis un petit peu, grosso modo? On fera une tier list plus tard dans l'émission, donc c'est pas la peine de tout détailler. Mais, est-ce qu'il y a vraiment une zone au-dessus, une zone moyenne, une zone faible ou c'est autrement? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense que en fait, pour moi, il y a genre, on va dire, allez, 4, on va dire, il y a 3 groupes et un groupe qui est splitté en 2 parties. Il y a un groupe qui est uniquement composé de Nighthaunt, qui est tout seul, tout en haut, en fait, qui est vraiment dans une méta à part, c'est son propre jeu, voilà, c'est un style, et qu'on peut comparer avec, absolument rien d'autre. Voilà, il y a pas de truc à mettre en comparatif, c'est même pas dans la même catégorie, rien du tout. Donc par exemple, vraiment dans une, on en reparlera au niveau de la tier list, mais moi je mets rien à son niveau. Et après, il y a un espèce de gros bloc dans lequel on retrouve tout le moyen du jeu. Et dans le moyen, il y a du moyen fort, du moyen faible, mais le moyen, il peut varier en fait en fonction des moments parce que, il y a des contres un peu à tout. Donc, vous avez, des moyens forts qui sont contre aussi par des moyens faibles, donc, bah, tout n'est pas si simple en fait là-dedans. Et on a un vrai jeu de pierre, feuille, ciseaux qui est plutôt, qui montre le côté justement équilibré de tout ce pâté-là. Et après, je dirais qu'il y a quand même, allez, 2-3 petites armées qui sont un peu en dessous et qui que je mettrais un peu en bas. Donc je trouve, voilà, il y a ces 3 blocs avec un bloc, au milieu qu'on peut, rythmer, se faire plaisir et en fonction des joueurs, personne ne sera jamais d'accord sur, qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas, mais qui se contre plutôt pas mal et c'est ce bloc-là qui en fait, fait la méta pour moi et on voit que c'est pour ça que vous avez des Nighthaunt qui gagnent et puis après c'est suivi par des armées différentes en fait. Parce que dedans, en fait, il y a tout ce groupe qui peut aller chercher, donc dans les tournois, c'est ce qu'on va aller chercher, on appelle les armées pour faire 4-1 quoi. C'est-à-dire qu'ils vont se permettre de faire une défaite peut-être contre le Night Hunt et qui peuvent en fait après aller chercher des résultats intéressants, deuxième, troisième, top 5. Et pour moi, il y a un énorme groupe d'armées dans le jeu qui peut aller chercher ce 4-1. Yes, c'est marrant, tu amènes un micro débat, parce que, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que je mets, Luminette Vent peut-être au même niveau que Nighthaunt. Parce que alors je vais expliquer pourquoi et tu me diras si tu es d'accord ou pas. Luminette Vent, Dis-moi. c'est, littéralement, si vous jouez correctement, c'est toutes vos tactiques. Luminette Vent, Mmh. ça, ne respecte aucune règle du jeu, tout comme Nighthaunt. Et Luminette Vent, ça vous fait, quasiment tout votre primaire sur les scénarios à 6 et 8 objectifs, comme Nighthaunt. Mmh. Luminette Vent, c'est pas mauvais contre Nighthaunt, qui aide beaucoup aussi à ce comparatif. Et pourtant, je trouve effectivement que la vision globale de la scène internationale sur la méta ne met pas du tout Luminette Vent au niveau de Nighthaunt. Et moi, ce que je suis en train de me dire, c'est que, on va parler un petit peu du futur, c'est qu'au Battle Scroll, Nighthaunt va se faire assassiner et que Luminette Vent va prendre le dessus sur tout ça. Qu'est-ce que tu en Mmh. penses? La petite, le truc sur lequel je vais pas être d'accord, enfin, je dirais peut-être limiter la discussion de mon côté sur Luminette Vent, c'est que c'est une armée qui joue, ouais, on va dire sur 2 phases, mais qui ne joue son ascension que dans une seule phase.
Donc c'est normal qu'il est extrêmement mobile et il fait des dégâts à la phase de tir, voilà. Le truc étant, c'est qu'à la phase de tir, il y a quand même, dans le jeu aujourd'hui, pas mal de contres qui existent, soit des unités avec des règles, d'anti-tir, soit des artefacts ou des choses qui peuvent vous aider à vous protéger et entre guillemets «à casser un peu cette létalité qui ne se contient qu'à une seule phase». Vous avez les décors pour vous aider, vous avez des unités qui maintenant attrapent à une distance qui est quand même, extrêmement menaçante. Donc on a des trucs maintenant qui, vous attrapent sans aucune interaction à plus d'une vingtaine de pas ou des unités de cavalerie très rapides, qu'on a le retour de la cavalerie dans le jeu. Et donc en fait, je trouve que si l'unité se met au top avec son vent, bah, en fait, le reste du méta, il peut dire: «Bah, attends, tu gentil, mais mon poulet, mais nous, on va se designer, en fait, pour pouvoir, t'attraper en mettant tout ce qu'on a en anti-tir, chez nous et puis, bah, quand je vais te croiser, en fait, déjà, si je te croise sur un truc à 3 points, bah, en fait, je peux te massacrer juste au primaire et même si tu me croises sur un truc à 6 ou à 8, OK, tu vas être chaud, mais par contre, bah, j'ai mis des outils dans ma liste qui ne font que contre toi dans tout le méta et donc toi, tu as intérêt à être chaud parce qu'en fait, moi, je me suis armé pour toi, tu vois? Et donc en fait, c'est typiquement le genre d'armée contre lesquelles on peut s'armer parce que, bah, le tir, quand tu rentres un contre, bah, en général, ça contre fort le foot, tu vois? Alors que si moi, je mets, je sais pas, des contres, contre le corps à corps, je mets des cordons, par exemple, pour me protéger de des gens qui ont des grosses forces de corps à corps, bah, c'est pas le même impact dans la partie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois et c'est vrai que tu soulèves, beaucoup de bons points. Moi, c'est aussi parce que, Khorne que je joue en ce moment, bah, c'est le prédateur ultime, hein. Je pense même que Khorne est meilleur dans Nighthaunt que dans Lumivant. Je pense. Pas sûr, parce que pour le coup, j'ai eu de la chance, j'ai jamais joué le match-up, enfin de la chance ou pas de chance, jamais joué le match-up Nighthaunt en Khorne. Il va falloir, à un moment, ça va m'arriver. Mais je pense que Khorne est un poil meilleur dans Nighthaunt versus, que dans Lumivant, même si les deux match-ups sont perdants de base, hein. Mais oui, je comprends ce que tu dis et ce sont des bons arguments. Et donc, du coup, si on regarde la méta qui risque de suivre, alors on ne sait pas ce qu'il y a dans le Battle Scroll qui va arriver peut-être jeudi, peut-être dans un mois, peut-être dans même 2 mois, parce que des fois, ils ont mis. Je me souviens, le dernier, on l'a attendu, je crois, 5 mois. Mmh. C'était une horreur. Mais du coup, si on se fait un petit jeu de qu'est-ce qui peut être dans le Battle Scroll, est-ce que tu penses que les Nighthaunt vont se faire déchirer parce que c'est quand même, je pense que bah, tout le monde râle dessus, hein, autant, alors, le problème, c'est est-ce que Games Workshop écoute les gens qui râlent ou pas? Parce que, en fait, les gens qui râlent, c'est les gens c'est la minorité, c'est une minorité, en fait, de gens, les gens qui râlent sur les réseaux. Ça représente, un pourcentage infime des gens qui jouent à ce jeu et ça, ils le Mmh. savent. Maintenant, est-ce que c'est écouté ou est-ce qu'il y a que les résultats de tournoi qui font foi? Maintenant, les résultats de tournoi montrent que Nighthaunt est beaucoup trop fort. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à la place de Games Workshop? Ouais, déjà, il y a un truc, c'est que je pense que c'est sûr et certain que depuis des ans, Bonaparte écoute, sa communauté, soit par le biais des résultats, comme tu l'as dit, soit par, l'expression des gens. Et il y a un truc que Bonaparte déteste par-dessus tout depuis ces dernières années, c'est, la non-interaction. C'est-à-dire, en fait, les armées fortes ne proposent pas de partie à leurs adversaires. Knighton est rentré dans ce biais-là et je pense que l'Univan est quand même dans ce style-là, c'est-à-dire que le côté frontière chez Game Workshop depuis quelques années, on n'apprécie pas beaucoup et moi déjà ce que je ferais, c'est j'arrêterais de massacrer les armées, genre les rendre injouables pendant après 1 an et demi, tu vois? Donc il faut pas tout défoncer au point que les gens Knighton qui en plus, c'est quand même une armée qui est extrêmement portée, hein, par les collections Hachette, par les trucs comme ça, qui a été dans les boîtes de base et tout, donc c'est extrêmement populaire. Il faut faire ça bien. C'est-à-dire on sait qu'aujourd'hui, tous les gens d'Acton le disent, le premier problème pour les faire rentrer dans le rang, c'est d'enlever la course et charge de l'armée. Donc déjà, si on fait ça, qu'on met un peu de points derrière et on additionne les 2, ils vont peut-être rester au top, mais ils vont rejoindre le pâté dont je parlais au début, tu vois? Et rien que ça, si on fait juste ça pour voir déjà l'impact et on se retrouve après dans 3 mois, c'est certain qu'il y en aura eu un. Et je pense qu'il faut y aller par petites doses. S'ils arrivent en mode, machete ou genre ils tranchent absolument tout, bah, en fait, on va se retrouver des arnaqueurs qui vont passer de, bah, j'ai une collègue à, en fait, je peux pas l'utiliser pendant 1 an et demi si je fais un tournoi, sauf si je me faire raser par tout le monde. C'est pas du tout ce qu'on veut et donc je pense qu'il faut arriver avec modération, quitte à ce que ça prenne 2 trucs pour arriver au bon niveau vraiment souhaité par, GW. Ouais, et c'est vrai que sur ce point, ils nous ont souvent habitués à avoir des petits incréments
plutôt que en tout cas dernièrement, plutôt qu'un gros nerf hammer et on les remercie pour ça parce que, même si là, on en a tous un peu marre de Night Haunt, il faut penser qu'il y a des joueurs Night Haunt, historiques. J'ai moins de pitié pour les Meta Chasers parce que de toute façon, ils vont juste swapper vers une autre armée, donc j'ai pas de problème avec, eux. Mais c'est plus on a des joueurs historiques de Night Haunt qui sont très contents de voir leur armée parfaite parce que, bah, une fois de temps en temps, quand votre armée est sous le soleil, bah, faut en profiter. Et du coup, effectivement, je pense que Games fait quand même attention à ça. Mmh. Est-ce que, si tu avais une armée que tu aimerais vraiment, monter, qui est vraiment faible, laquelle ça serait et comment tu ferais? Si, de ce que j'ai vu et j'ai pas du tout la science infuse sur quoi que ce soit, mais je dirais que c'est Slanov pour moi. Je pense que malheureusement, déjà, en fait, ça vient pas le côté puissance, je pense vraiment que je la trouve un peu en dessous de ce que moi j'ai pu voir et de ce que des gros joueurs Slanov ont exprimé et surtout, je trouve que le mécanisme n'est pas bon. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un problème de design dans le mécanisme. Je trouve que le fait d'avoir un mécanisme d'armée qui donne enfin, tu veux quelque chose, mais en échange, tu donnes un énorme buff à ton adversaire, ça va pas du tout. C'est ça correspond même pas au entre guillemets «au fluff», lors de l'armée et c'est la seule règle comme ça de faction où tu donnes une contre-règle à l'équipe d'en face et donc je capte pas vraiment. Je pense que le design est un peu raté. Enfin, sincèrement, je pense que c'est foiré, un peu complet. Donc pour moi, je ferais un truc méga simple, c'est déjà je leur redonnerais leurs règles d'avant, c'est-à-dire les tentation qui sont déjà très bien. Une règle qu'il fallait absolument pas toucher était super, je trouve que ça marchait giga bien, je vois pas du tout l'intérêt à la changer. On ferait déjà ça et ensuite, je laisserai voir comment ça se passe. Mais je pense que si je devais en choisir une, ce serait là, je trouve qu'elle a enfin voilà, ça a pas eu jeu, voilà. OK, OK, ouais, moi, si jamais j'avais une armée, ce serait peut-être pas Slaanesh, ça serait Sylvaneth. Sylvaneth, pour moi, hem, je trouve que le design, de la faction qui repose sur les forêts est complètement pété parce que les forêts, sur les tables, bah, tu as juste des tables où tu peux pas les jouer, quoi. Et du coup, pour moi, il y a Ouais, un c'est vrai. gros problème, c'est que Sylvaneth, tu as besoin de jouer tes forêts et tu as des tables où tu peux les poser que dans les coins, tes forêts. Bah, tu fais quoi? Tu pleures. Mmh. Mmh. Je suis d'accord. Donc pour moi, les restrictions de placement des forêts tuent complètement le jeu parce que je trouve que c'est intéressant ce qu'ils ont fait, c'est pas déconnant, mais tu peux pas placer tes forêts. Donc comment tu joues? Mmh. Mmh. C'est clair, c'est clair. Ça, tu vois, j'ai hésité entre les 2, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Yes. Et du coup, si tu devais, prédire un peu vers quoi, pour finir un peu la section, vers quoi on se dirige en tant que méta, d'ici, quelques mois? Est-ce que tu penses qu'on va réussir à avoir, une méta qui va se stabiliser dans le fameux 45-55, auquel Games aspire? Ouais, pour moi, on est vraiment pas loin. Pour moi, la sortie de la V4 est une réussite parce on est très proche. On a finalement si on prend, tu vois, mon analyse et la tienne, on va dire qu'on est à 2 qui sont un peu, vraiment au-dessus, un ou 2 petits ratés en dessous et finalement le très gros de notre jeu qui est là-dedans, en fait, qui se porte plutôt bien et qui est dans la target et donc si on fait un tout petit ajustement, je pense qu'on sera directement là-dedans. On sera pas parfait, mais on aura un truc qui va tourner au fur et à mesure des modes, des sorties aussi, des redites, des résultats de tournois qui vont influer sur la métagame de manière globale. Aujourd'hui, elle est pas figée, donc on crée encore des choses, il y a des choses qui sortent. Maintenant, on commence à avoir des gros archétypes qui commencent à arriver par armée. Heu, donc heu, ouais, moi je pense qu'on va arriver sur un truc assez équilibré avant la fin de l'année, et pour moi, je pense qu'on n'est pas loin. Ouais, je suis plutôt d'accord, moi je suis très content de ce qu'ils ont fait et je trouve qu'ils ont réussi leur, version et plus que ça, je trouve qu'ils ont réussi leur pari de simplification de version. Il y a beaucoup de gens qui avaient extrêmement peur, heu, bah, en fait, qu'on n'ait plus de choix en jeu, qu'on n'ait plus de différenciateur sur les bons et les mauvais joueurs, grosso modo, hein. C'était ça que les gens craignaient et on vient de le voir dans les tournois que, bah, on a quand même les mêmes noms qui sont en avant. Donc, pour moi, on a une version qui est plus simple, plus facile d'entrer et une version où on a de la profondeur de jeu. Est-ce que tu es d'accord avec Mmh. ça? Je coche à 200 les cases que tu viens de citer. Il y a juste un truc, c'est que de mon avis, de principe, vraiment, on a vraiment perdu une unité sur les tables.
dans quasiment toutes les armées ou en tout cas, une majeure partie, en tout cas ça se voit et donc moi ça il y a c'était ce truc-là qui me gêne, c'est qu'on est pas moi on est monté à, on est descendu à 1 850 points de ce qu'on jouait avant, tu vois? Et moi ça me pose un peu un problème. Je t'avoue que je le début de cette version, je kiffe tout, sauf le fait que des fois, soit je croise, soit je suis amené à jouer des listes qui pour moi c'est un jeu d'escarmouche, quoi. Donc moi jouer, voir un mec qui arrive et qui me propose 5 ressources ou un gars qui m'en propose 4 ou un truc où on est à 4 contre 7 ou machin. OK, si je veux faire ça, peut-être que je peux peut-être jouer à un jeu de plateau qui sera moins galère, je vais transporter 5 figurines et tu vois? Donc ça je pense que c'est un truc qui peut vraiment, après c'est peut-être pour les amoureux du jeu, un peu créatifs avec plein de trucs sur la table et tout comme moi, donc c'est peut-être juste un casse-couille. Mais je dirais ouais que j'aimerais bien peut-être une unité de plus dans toutes les armées, tu vois? Ouais, c'est intéressant, c'est un point qui a été remonté par énormément de gens, le fait qu'on avait l'impression qu'il manquait, une unité. Je pense que c'est à peu près le consensus et ma théorie là-dessus, qui peut être complètement fausse, c'est que Games a volontairement démarré avec, des points un poil élevés parce que c'est plus facile de baisser des points en cours d'édition que de faire l'inverse et Mmh. c'est ma théorie. On verra comment Ouais. ça évolue. Toutefois, il y a aussi un truc, moi que j'aime beaucoup avec le fait qu'on ait une unité de moins, c'est même pas tant directement lié au jeu, c'est lié au fait que le jeu est plus facile à regarder et c'est un de mes chevals de bataille, c'est que si on veut que le jeu compétitif grossisse et évolue et quand je dis évolue, c'est, peut-être qu'un jour on aura des joueurs professionnels de ce jeu, peut-être, hein, peut-être jamais, peut-être. Mais en tout cas, si on veut que ça évolue dans cette direction, il faut que le jeu soit regardable. Et j'ai regardé récemment, Ouais, mais les, je te dirais, tu as le contre-coup à 40K, tu vois? oui, Spawn. C'est qu'en fait, à 40K, tu as des joueurs pros alors qu'ils ont, 4 fois plus d'unités que nous sur la table, tu vois? alors oui, oui, tu as quelques joueurs pros, tu en as très, très peu, hein, mais Mmh. pour moi 40K c'est pas regardable. Ah non, c'est Justement, infâme à regarder, moi je ah ça comprends c'est rien. c'est le pire jeu qu'on ait Je jamais com créé. je comprends rien. Mmh. Alors peut-être que oui, il y a plusieurs chemins pour, professionnaliser le truc, hein, mais le fait qu'un jeu soit facile à regarder, je trouve que c'est bénéfique. Maintenant, il ne faut pas que ça soit au détriment du plaisir de jeu. Donc, on va voir ce que Games a prévu pour nous, à ce sujet, en tout cas. Mmh. En tout cas, bah, déjà merci beaucoup pour ton analyse et on va passer à une section un peu nouvelle. Ça va être la carte blanche. Donc je vous explique en 2 mots. Bah, c'est un sujet libre que Titi va pouvoir développer, pendant le temps qu'il souhaite. Il a le temps qu'il veut. Ça peut être très court comme ça peut être très long. Je n'ai aucune connaissance du sujet et donc je vais vous laisser avec Titi maintenant qui va pouvoir du coup vous parler de sujet qu'il souhaite. Ouais, du coup pour la carte blanche, donc c'était assez spécial puisque je me suis dit: «Est-ce que j'essaie de faire fermer la chaîne de Spoon avec un sujet tendancieux ou pas?» Non, non, mais je vais rester sur un truc qui me tient à cœur, qui vient en fait d'une analyse de ces 2 dernières années et de mon avis. C'est, en fait, l'état d'esprit du hobby français et du wargame français de manière générale. Je pense qu'on est sur une tendance, de ces 2-3 dernières années qui est clairement d'aller à la stériorisation, donc en fait, au fait de perdre l'esprit hobby de base pour lequel on pratique tous ce truc-là et de se prendre pour moi un peu trop au sérieux, en France encore une fois et je trouve que certains pays, notamment des comme les Anglais ou les Américains, ont gardé un côté beaucoup plus belle approche de notre wargame, qui n'en est pas moins compétitive, hein, parce qu'ils font même plus de tournois que nous, des plus gros events. Hem et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je trouve maintenant des fois plus de plaisir à rencontrer des gens, dans des tournois à l'étranger. Pourquoi? Parce que je croise des profils, que j'apprécie croiser en tournoi, c'est-à-dire rencontrer des gens, qui, viennent faire les tournois juste pour rencontrer des gens, juste pour pratiquer leur hobby et pas seulement pour faire des résultats. Rencontrer des entre guillemets, «voir des peintures, voir des armées», montrer leurs figurines aussi, leurs conversions, leur pratique du hobby, partager et cetera. Et en fait, cette population, elle bon, existe en France, hein, je ne peux pas dire qu'il y en a pas,
mais je trouve qu'elle est, soit mise de côté, soit, on la pousse pas du tout à aller en tournoi, parce que je pense qu'on se prend un peu trop au sérieux en France depuis quelques années et ça a tendance à continuer. Donc je ne saurais pas dire, j'ai pas de recette miracle, où ça va pour d'où ça vient, qui en sont les acteurs et comment est-ce qu'on peut changer et cetera. Mais je pense que c'est un sujet que je trouve dont on parle absolument jamais et qui vient vraiment d'un ressenti perso et d'une observation. Donc il y a peut-être des gens qui sont en tournoi et qui pensent pas du tout comme moi, mais je pense qu'on devrait, voilà, peut-être se remettre un peu, pas d'humilité ou de se dire: «On est juste en train de pousser des trucs et pour gagner une boîte de figurines à la fin, il y a pas grand-chose à gagner, c'est ça que la gloire». Et peut-être de laisser ce côté sérieux à deux trois events dans l'année et tout le reste, en fait, se dire: «OK, tout le reste, les gars, c'est juste le hobby et voilà, en ville, il y a Atlanta, il y a Amsterdam où seront les championnats du monde cette année, on sait pas encore». Et ces 2 trucs-là, OK, on se la raconte, on est au top, c'est hyper sérieux, c'est du gros gaming et tout le reste, en fait, c'est juste du hobby. Il faut vraiment pousser les gens à venir prendre du plaisir et en fait, on s'en fout complètement des résultats, des machins. Voilà, donc et je dis ça alors que je suis sûrement un des principaux acteurs à pousser peut-être dans ce volet-là sur les réseaux et tout, mais bon, ça veut pas dire que j'ai raison dans le fait que je le fais. Voilà, c'est ça mon sujet, carte blanche, quoi. Eh ben, merci à toi. Je rebondis en une seconde parce que je trouve que c'est génial que tu décidé de parler de ça. Qu'on est peut-être, tu as raison, les plus mauvais pour parler de ce sujet, mais ça a le mérite en tout cas d'être évoqué. Et vraiment, vraiment, merci beaucoup d'en avoir parlé. C'est très cool. Euh, du coup, on va passer à la section suivante qui sont les questions de la communauté. Donc pendant une semaine, je vous ai mis à disposition un formulaire pour poser des questions à Titi. J'en ai du coup, j'ai tout récupéré. J'en ai filtré certaines. Il n'y aura pas toutes les questions qui seront posées parce qu'il y en a eu beaucoup. Merci à vous en tout cas. Il y avait beaucoup de très bonnes questions. Titi ne les connaît pas. Donc, il répond comme il peut, voilà. Euh, donc voilà, j'espère que tu es prêt, Titi. On va démarrer les questions de la Allez, commu. Alors, c'est parti. On a Un plat Fab cuisine. qui est présent dans le chat, qui te demande: penses-tu que le choix du T1 est toujours aussi important qu'en V3? Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant qu'avant. Avant, on avait beaucoup plus tendance à jouer sur la mécanique de double tour et du coup à laisser les gens commencer, donc on jouait bas en pause pour ça. Et donc ça a forcé sur la construction de liste et je trouve qu'aujourd'hui, déjà on est beaucoup moins contraint dans la construction de liste parce que c'est beaucoup moins important justement de commencer. Ça peut être intéressant, mais c'est pas, c'est beaucoup moins impactant, donc je trouve ça beaucoup plus intéressant. Je trouve que c'est une des très, très gros points forts de la V4, c'est ça, de pouvoir ramener ce côté, qu'on peut jouer un truc en 5-6 drops si on a envie, on peut et c'est pas très grave parce qu'on craint moins les doubles du fait que ça va réduire le score de l'adversaire. Ça, c'est un très, très grand bonheur pour moi. Je trouve ça cool, voilà. Yes. On a Rambuto qui demande: comment ressens-tu le fait d'être attendu à un tournoi car tu es connu dans le monde du wargame et les autres joueurs observateurs s'attendent forcément à un résultat? J'en attends pas grand-chose, j'avoue, moi, ça me fait plaisir d'en rencontrer des gens. Je sais pas trop comment prendre cette question. Je m'attends à pas grand-chose. En fait, les gens qui peut-être me regardent mes résultats tout au long de l'année voient que je gagne absolument pas tous les tournois auxquels je vais. Je fais pas non plus tout le temps de résultats, voire des fois à l'opposé. Donc, j'ai pas de bon. En fait, je suis un joueur comme un autre et donc je fais des résultats comme les autres. J'ai fait des bonnes perfs, j'ai fait des mauvaises, il y en a pour lesquelles je suis content et d'autres pour lesquelles je suis pas content. Enfin, voilà et ça fait quand même quelques années que je joue et donc en fait, il y a un paquet de gens qui m'ont mis des branlées et donc maintenant je prends ça avec, beaucoup plus de sourire qu'avant. Voilà, je pense qu'il y a quelques années, j'étais peut-être moins sur les réseaux et je présentais moins sur des chaînes YouTube et tout et je prenais beaucoup plus mal mes défaites parce que je visais beaucoup plus de choses d'un point de vue compétitif. Ouais. Yes. On a Wesmo qui, je crois, nous écrit du Canada et qui demande: salut, je sais que tu as été un gros joueur Nurgle.
Que penses-tu de la V4 Undergirl et de leur index? Ils semblent avoir perdu de leur superbe selon moi et tristement plus tant on en voit plus tant en compétitif pour le moment. En fait, je trouve Nurgle, justement très sympa. J'ai joué c'est la première mage que j'ai choisie pour justement mon tournoi, à Caen, enfin à côté de Caen, où on était tous les 2. L'armée est top, très, très agréable à jouer, très, très agréable à affronter d'après mes adversaires. Étonnamment surprenante en termes de létalité. J'ai tombé des choses où même moi et mes adversaires on s'y attendait pas. Donc je trouve l'armée très agréable, on peut jouer plein, plein de choses, quasiment toutes les entrées du bouquin sont jouables. Et donc je pense qu'en fait, elle part vraiment dans la lignée où elle était avant, c'est-à-dire un bouquin équilibré, jouable pendant toute une version, qui peut réagir par rapport au bataille roll, à ce qu'il faut aider dans le méta. Tu vois, tu parlais d'armées très fortes en tir comme le Lumivant et tout, bah, typiquement, si demain le number one c'est Lumivant, bah, en fait, Norguen, il dit, bah écoute, moi, je peux me designer pour être anti-flip total. Si je te crois sur un truc où il y a peu d'objectifs, je vais t'allumer. Voilà. Et donc ça, je trouve ça vraiment très bien. Yes, on a encore une fois Rambuteau qui pose une question dont on veut tous savoir la réponse. Entre nous, donc entre nous, on est 166 dans le chat, donc entre nous, hein, avec qui tu préfères faire des vidéos Warhammer? Avec qui je préfère faire des vidéos Warhammer? Bah, je pense, en fait, moi, je fais des vidéos Warhammer, que ce soit ce soir avec toi, avec Sam de Squidguard ou avec Ellie, pour partager mon hobby et je dirais donner peut-être de la part de hobby à des gens qui ont peut-être des fois pas le temps de jouer ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pas de choses que je préfère, je dirais, s'il faut donner une réponse pour répondre à toutes les questions, je dirais Ellie parce que ça touche le plus de gens qui peut-être pratiquent moins le hobby. Tu vois, je dirais peut-être ça. Yes, hésite pas à donner des réponses à la con aussi, hein, tu sais, tu pas obligé de répondre sérieusement à tout, hein, On a, une question anonyme. On entend souvent que la liste ne fait pas le joueur. Quel est le point qui fait la différence entre un bon joueur et un très bon joueur niveau équipe nationale, selon toi? La différence entre un bon et un très bon joueur, je pense qu'il y a une part de talent déjà. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont naturellement, talentueux dans le jeu, parce qu'ils ont un esprit créatif, par exemple, et donc ils vont pouvoir, entre 2 si c'est un peu enfin, c'est là où peut-être allez, je vais essayer de prendre un exemple qui parlera peut-être pour ceux qui connaissent. C'est là où notre jeu peut des fois rejoindre un peu les échecs. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, vous avez, la théorie de la partie dans un match-up où en fait, c'est l'ouverture, donc on pratique un ensemble d'échanges et en fait, cet échange-là, les 2 joueurs le connaissent autour de la table et tout le monde sait comment ça va se passer. Et en fait, vous avez le moment qui fait la différence entre le bon et le très bon joueur, c'est le très bon joueur, lui, il va casser cette routine-là. Il va dire: «Écoute, cette fois, on va pas faire comme ça, on va faire, comme ça. Je vais changer un truc et je t'emmène dans un monde où il va falloir improviser» et je pense que la différence entre les bons et les très bons, c'est ceux qui vont le mieux gérer leur capacité de gestion de leurs ressources, de leurs choix tactiques et cetera dans l'improvisation et donc dans des plans de jeu qui ne seront pas établis et qui vont pouvoir, réagir à des situations, perturbantes. Voilà. Je dirais que c'est ça, c'est la capacité d'improvisation peut-être? Si je devais résumer le truc, tu vois, comme ça. OK. On a Wargrim qui demande ton avis sur le système de ligue. C'est très bien. Je pense qu'après c'est à peaufiner, et je trouve, en fait, j'ai envie de nous dire, le système de ligue a mené 40 000 à la première victoire, significative d'une équipe de France en wargame, à Warhammer 40 000 cette année. Félicitations à eux et donc même si on n'est pas encore exactement sur ce système-là et que tout n'est pas encore parfait, on peut dire que c'est un système qui peut amener une équipe de France à gagner au plus haut niveau du plus haut niveau et voilà, en tout cas, ce qui est absolument certain, c'est qu'il est meilleur que le système d'avant et je dis ça sans ironie, donc non, non, je trouve ça super et j'ai hâte de voir comment ça va s'améliorer au fur et à mesure des années et en plus, il y a l'air d'avoir un engouement beaucoup plus fort autour de la compétition de manière générale, qui rejoint un peu la thème de la carte blanche de tout à l'heure. Yes, on a Atarax qui nous demande, enfin, qui te demande: «Les patrons de terrain de game sont-ils adaptés ou faut-il plus de forêts, de lieux de pouvoir et cetera?» Franchement, j'ai pas assez de retours pour dire ça. Je trouve que déjà, c'est incroyable qu'on ait les patrons de table. Plus sur lequel j'ai joué, ça me faisait des bonnes games. Maintenant, est-ce qu'ils sont perfectibles, dans le truc? Je suis pas du tout assez, fort dans la manip de terrain ou de trucs comme ça pour savoir si c'est mieux. Déjà, je trouve ça extrêmement sain dans les parties. Si j'ai un retour à faire, c'est celui-là.
Maintenant tout peut être amélioré bien sûr pour, surtout par exemple si tu veux, je sais pas, designer ton jeu et tu as l'impression que le tir prend trop d'impact, bah, en fait, à ta saison d'après, tu peux très bien dire: «Bah, tiens, en janvier, je sors, des nouveaux scénarios avec, des nouvelles maps et il y a plus de forêts, de machin, donc ça contre encore plus le tir et donc je vais amener mon jeu vers plus de corps à corps parce que j'en ai envie». Yes. On a Ivrain qui demande: quel est ton meilleur conseil pour un nouveau joueur qui souhaite entrer dans le monde compétitif des tournois et en profiter pleinement? Bah, je dirais juste d'en faire en fait, je dirais de choisir une armée, d'en faire le plus possible, et surtout, quand vous avez la chance d'affronter quelqu'un qui joue beaucoup, qui a peut-être plus d'expérience que vous, prenez le temps de débriefer à la fin, et de prendre le maximum d'informations. La plupart des joueurs un peu compétitifs sont, très ouverts à pouvoir parler et cetera. Certains un peu moins, parce que leur personnalité, des fois, ils sont peut-être juste un peu plus fermés. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est tout le monde n'est pas bavard mais dès que vous tombez sur un bavard ou sur quelqu'un qui est prêt, prenez tout. Parce que c'est ça le plus précieux dans le jeu, c'est ce truc-là. Voilà et si vous avez la chance d'avoir un club à côté de chez vous, qui contient un ou 2 joueurs qui peut être très bons, je vous invite à faire, peut-être quelques parties ciblées avec cette personne-là, genre 4-5, pour, il fasse monter votre niveau, très, très rapidement. Vous allez voir, ça va très, très vite. Moi, j'ai appris comme ça, hein. J'ai un joueur qui m'a pris sous son aile pendant, enfin, c'était long, pendant 1 an et tous les lundis, j'ai joué contre lui pendant 1 an et au bout d'1 an, il m'a emmené aux championnats du monde et c'est comme ça que j'ai eu le niveau de wargame, mon premier niveau de wargame, on va dire, très compétitif. Voilà, donc c'est du temps et de jouer contre des gens forts. Ok. On a Ectelion qui dit: à quand un training live chez Spoon? Beh, quand tu seras invité. Ok, bah, on va se faire ça, hein. Donc bientôt. Voilà. Avec grand plaisir, La ouais, réponse c'est absolument. bientôt. Bah, allez, en septembre, en octobre, quand tu veux. Allez. On a Brax qui demande: comment nerferais-tu Be'lakor sans le tuer? Je ne referai pas, je le trouve super. Au moins c'est Voilà. franc, hein. Je ne Euh, pas, il est trop bien, je trouve qu'ils lui ont donné le petit plus qui lui manquait avant pour être top et en plus, c'est une figurine emblématique, portée en plus, ça apporte les joueurs de Total War qui ont fait la campagne avec lui. Enfin, ah, c'est le feu, quoi. Parfait. Et pour la dernière question, on a une question qui a été posée, je pense, par à peu près 10 personnes, qui a été reposée dans le chat. Avec le nouveau système de désignation du capitaine d'équipe de France, est-ce que tu as objectif de devenir capitaine pour les Worlds? Ou est-ce que tu accepterais de rejoindre l'équipe de France si tu es appelé? Est-ce que tu souhaites toujours représenter la France aux Worlds AOS? C'est marrant, je m'attendais à cette question. Heu et je me disais qu'elle était peut-être passée et qu'on l'avait enlevée. Non, en gros, déjà avec ce nouveau système de sélection, j'accepterais, toute proposition, de n'importe quel capitaine des ligues aujourd'hui à les rejoindre. J'espère que ça sera mon équipe qui gagnera, mais si c'est pas mon équipe, j'accepterai n'importe quelle, demande d'un capitaine, parce que je trouve que ce nouveau système, heu, porte des messages qui me parlent beaucoup plus et donc voilà. Il faut savoir que je n'attends qu'une seule chose, c'est de porter le maillot bleu à AOS, donc c'est aussi un grand fait de ma part. Je ne souhaite pas être capitaine cette année puisque j'ai pas pris la tête de mon équipe, donc Projet X. Donc entre guillemets, si on gagne, c'est pas moi qui aurai le rôle de capitaine, donc je n'aspire pas à ça. Je dis pas que j'aspirerai pas dans les prochaines années, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, je rejoindrai n'importe quelle sélection de l'équipe de France avec n'importe quel capitaine et non, cette année, je souhaite pas être capitaine, mais je souhaite, l'être dans les prochaines années. Je crois que j'ai répondu à toutes les parties de ta question. Ouais, ouais, et puis c'est très clair et je pense que énormément de personnes seront très très heureux de ta réponse, de te voir Mmh. enfin, en tout cas si le capitaine désigné le souhaite, te voir enfin porter le maillot bleu et du coup bah, jouer pour l'équipe de France, jouer pour la France, monsieur. Ouais, bah, je fais tout pour, hein. Il faut savoir que toute ma saison, d'un point de vue personnel, j'ai qu'un seul objectif, c'est être sélectionnable en équipe de France. Donc, je vais amener ma team à gagner. Mais aussi, si ma team gagne, ils sont pas obligés de me prendre. Donc, entre guillemets, être sélectionnable par n'importe quelle équipe, que ce soit la mienne ou celle des autres. Ça fait partie de mon objectif. J'en ai 2, c'est celui-là, enfin j'en ai 3, faire gagner mon équipe, celui-là, et gagner, entre guillemets «Atlanta». Donc, ça fait, 3 objectifs pour cette saison, 2024-2025. Bah, c'est top, c'est une super nouvelle pour tout le monde d'ailleurs, je dirais. On est tous très heureux de cette réponse. Et puis oui, bah, ce sera avec plaisir que je te donnerai le titre d'Atlanta, hein. Moi, tu sais.
Alors, ça serait avec grand plaisir que je te le prendrais. Ah bah oui, oui, Si j'en on doute peut, si pas. on peut s'affronter, si on peut s'affronter et que je le prenne comme ça serait encore mieux. Alors, si je vais en finale, aucun regret. Mais bon, il faut y aller. Hein. Faut y aller déjà. Si je peux passer par le même parcours que toi et que je dois te battre 2 fois, je pense que ça serait ma meilleure façon de le prendre, tu vois? Yes. Ok, bah c'est fini pour les questions de la commu. En tout cas, merci beaucoup pour ta candeur et tes réponses parce que c'était très cool et je pense qu'on a eu un bon échantillon. Désolé pour tous les gens qui n'ont pas vu leurs questions sélectionnées. Bah, on a un timing, donc on ne pouvait pas tout prendre, mais en tout cas, continuez pour le prochain invité qui sera annoncé en fin d'émission. Il aura Mmh. aussi besoin de vos questions. Et donc, on va Et si jamais enchaîner. on Oui, fera une partie live, vous pouvez la garder pour la partie live, je répondrai aux questions peut-être qui bah n'ont pas voilà, été, parfait. gardées. Voilà, Si vous aviez voilà. plein de questions, on pourra en répondre dans la partie live. Mmh. Ou dans une prochaine invitation à Ivy Meta, bien sûr. Mmh. On va passer sur la dernière partie de l'émission avec la fameuse tier list. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on faisait des tier list, ça partageait beaucoup dans le chat. Et ensuite, je la poste sur Twitter et je fais mes meilleurs stats Twitter ever quand je poste la tier list. Ah là, tout le monde me parle, tout le monde me répond, tout le monde est là pour me dire que j'ai tort sur tout. Donc là, c'est trop bien parce que je vais pouvoir la poster et dire que c'est la tier list de Gros Titi. Donc ça va être encore mieux. Ça va être génial. Donc le principe, c'est que J'adore. c'est ta tier list. Moi, je vais parler un petit peu, je vais argumenter, mais c'est ta tier list, c'est toi qui as la décision finale sur le placement. Tu peux même nommer les sections. Là, c'est section nommées un peu de manière ennuyeuse S, A, B, C, D. Donc si tu veux les renommer autrement, on fait ce que tu veux. C'est ta tier list. OK. Et on fait tout dans l'ordre que tu veux. Donc là, c'est toi qui deviens le narrateur principal de l'émission, et moi je te suis, je te réponds, tout ça. À toi de me dire OK, par quoi on commence. ça marche. Déjà, je vais être méga chiant. Est-ce qu'on peut faire, que 1, 2, 3 est-ce qu'on peut faire que 4 sections déjà? Oh, bien sûr, on va faire Trop ça, bien. on va lui dire ça, et voilà. Tac, donc 4 sections, trop cool. Du coup, la première, je vais rester fidèle à ce que j'ai dit. La première, du coup, je mettrais, le niveau Nighton, donc à la place du S. On peut appeler communément cette section le niveau Nighton, où il D'accord. est, seul et Du coup, je seul et mets tout de suite isolé. Nighton dedans. Ouais, je mets que Nighton. Il y aura personne d'autre dedans. Parfait. Et après, du coup, on va rentrer dans ce que j'appelle le moyen qui va englober A et B. Donc c'est un peu une espèce d'énorme section, mais je vais quand même mettre le palier parce que déjà pour le kiff de mettre des paliers et aussi parce qu'il y a quand même, je pense, on va dire si Nighton descend, il sera remplacé plus facilement par le haut du panier que par le bas, à mon humble avis. Et donc du coup, dans la section A qui va représenter le haut du milieu du panier, je pense qu'on va avoir du coup Luminette pour le coup vraiment en Yes. 1. Après derrière je vais essayer de faire cette série comme en étant en solo. Et en solo, je mettrais allez, Seraphon, Osiark et Div, pour moi, que j'aime bien. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est celles que je trouve qui sont un peu les plus, passe-partout dans les match-ups. C'est vraiment, avec un bon pilote, ça peut vraiment gagner contre tout et en plus, c'est pas des mauvais prédateurs aux Nightons en termes d'affrontement. Voilà, c'est-à-dire que si c'est bien joué, ça peut aller jouer, dans la case du dessus. Je les mets dans cet Et je trouve que c'est des ordre-là. armées qui sont Je les mets dans cet ou ordre-là. oh, Lumi, Seraphon, OBR, Zench. Ou t'as un ordre. non, j'ai pas vraiment d'ordre. Franchement, on Ok. peut les changer par l'un ou l'autre, ça me va. D'accord. Après, je mettrais Ogre pour le côté Ogre, Slave to Darkness. Je trouve que c'est des armées qui sont puissantes, mais qui, ont une lecture de jeu qui est plus simple. C'est-à-dire que quand vous êtes adversaire de ça, il y a pas non plus des milliers de trucs à voir sur la table, quoi, de ce point de vue-là. Enfin, vous voyez, bah, il y a de la course échange, il y a de la surveillance 3d6, il y a moins d'unités sur le board, donc c'est facile à regarder, en termes de vue. Hem et après, je regarde parce que j'essaie de pas trop oublier, pas de dire conneries. J'en mettrai encore une ou 2, je pense, dans ce truc-là. Allez, je vais dire,
Je vais dire Skaven peut-être. Skaven, allez, on va dire, Skaven et Khorne pour finir cette partie-là. Skaven pour le côté polyvalence, parce que c'est peut-être actuellement l'armée la plus polyvalente du jeu, en termes de construction et puis elle va avoir son Battle Dome, hein, comme tout le monde le sait. Et Khorne pour le côté technicité et variété dans les listes et construction qui peuvent amener du gameplay. Donc ça, je pense que j'ai fini ma première grosse partie et après, on va mettre pas mal de trucs. J'ai envie de mettre en panier B là. On peut commencer, je pense, par un petit Buttock KO que je vois bien comme un très gros prédateur du haut du panier. On en a parlé un peu, mais je pense que pour moi, c'est plus fort qu'avant quasiment en termes de. Mais par contre, ça sera très peu joué, ça sera vraiment un prédateur, comme tu disais, joué par 2-3 techniciens dans le monde qui vont faire des résultats avec et ça sera à peu près tout. Hem, Après Gloomspite et Stormcast, qui sont, en fait, le problème que j'ai avec eux pour le moment, c'est que je les trouve assez limités en termes de liste d'armées. Donc c'est pas mauvais, hein, c'est pour ça, vous voyez, ouais, je pense que j'aurais pu les mettre dans le truc du dessus aussi. Mais, c'est des très bonnes armées, mais un peu cassées par le design du bouquin. Fait qu'on a un peu pour l'instant tout le monde part dans une seule ligne, c'est-à-dire qu'on voit, les Gloomspite, c'est 18 trolls, des swings, les Stormcast, c'est, des Crondis ou des petits persos avec, TP sorcier et Raptor, les Chocobos et après des unités satellites et tout, mais j'ai l'impression que toutes les listes se ressemblent, c'est pas très intéressant. Après je mettrais Soulblight, qui retrouve ses lettres de noblesse en termes d'armée un peu passe-partout, pour moi. Et Cruel Boys, ça serait Soulblight et Cruel Boys. Alors Quellboy, c'est une armée qui est très bien, mais il y a quand même un truc à dire, c'est que vous allez voir que la destru, pour moi, mange un gros tarot de par, son problème de tactique, qui est assez injuste, dans la version. Sachant que c'est vraiment le problème de GW sur la je sais pas ce que tu en penses, Faune, mais sur la version. C'est qu'en fait, on avait enlevé un truc par armée et en mettre quand même par, famille, d'armées. Je pense qu'en fait, c'est le dernier déséquilibre intrinsèque vraiment au jeu dans sa construction qu'il faudra enlever. Si on enlève ça et qu'on met que des trucs génériques, donc on en met 2 de plus pour tout le monde ou 4 de plus pour tout le monde, je pense qu'on obtient un outil d'équilibrage, qui est aussi plus intéressant pour l'ensemble des armées. Ouais, je trouve que la Destru, c'est dur les tactiques. Et quand je jouais Destru, c'était presque. Je vais emmener l'adversaire dans la folie de la bataille avec moi. Je ferai pas ma tactique, mais je vais m'assurer que tu la fasses pas. Mmh. Après je mettrais Spec. Je les ai affrontés dernièrement, j'ai trouvé l'armée, malheureusement trop obligée à jouer sur Ran, mais quand même bien. Une bonne armée, elle a pas beaucoup changé depuis la V3, mais elle est très agréable. Hem, on peut mettre Dota Arcane. Je pense que c'est pas mal, mais c'est un peu limité pareil, que ça soit en termes de construction de guilde ou dans son gameplay, là-dessus. Et tac, tac, tac et allez, qu'est-ce qu'on va mettre après? Je pense qu'on peut partir on peut mettre un Hildonette et un Iron Joe, que je trouve, c'est marrant parce que tu vois, Iron Joe, c'est le bon contre-exemple. Quand c'est sorti, tout le monde a hurlé au scandale en disant, l'exemple de tout le monde, c'était: «Les brutes, ça met 48 BM par tour, c'est abusé», ça n'a fait aucun résultat. Personne n'a gagné personne n'est arrivé ne serait-ce qu'à un 4-1 avec cette liste-là. Et c'est assez drôle parce qu'on a vu des trucs dont on n'a pas parlé en début de version, qui finalement se sont haussés en un mois au rang du top 5 des armées peut-être à jouer. Et des trucs on a hurlé au scandale quand les règles sont sorties, ou dans les reviews, les machins, et en fait, ça fait zéro, quoi. Enfin, ça gagne rien. C'est rigolo. Enfin, je trouve que le parallèle entre ce que des fois on s'exclame très très vite, et la réalité après sur le terrain, dans le wargame est assez drôle. Euh, et après, bah, finalement, c'est là où on arrive sur allez, on va dire le début du ventre mou, tu vois, pour moi, dans la tier list. Mais tu vas avoir, peut-être Magotkin, FS, que je trouve bien, mais un peu limité dans son objectif, c'est-à-dire, gagner un tournoi solo avec des FS, bah, si tu as trop de scénarios à 6, le scénario à 8 et tout, ça peut un peu te je les mettrais quand même un peu au-dessus, hein, si je peux me permettre, mais Magotkin et FS, je les mettrais sur le truc du dessus, mon spawn. Parce que, ils ont quand même des armes, un peu supplémentaires par rapport à celles que je mettrais un peu. Caradron également. Il reste quand même une armée avec un style de jeu, très primitif et donc peut s'en sortir, sur des scénarios ou des types d'armées assez forts.
Et pardon, je pense que je le mettrais au-dessus aussi. Je le mettrais dans le B, tu vois, dans le ventre, le dernier, c'est le dernier, dernier gardien du temple, tu vois. Et après, par contre, je mettrais en dessous. C'est-à-dire Kos, Idonis Topsanej, Behemat, Sylvanet. Et alors, je crois que le haut, c'est tu as mis Ouais, les il est en orques sauvages, trop. hein. Il est en trop, on s'en fout de lui. Ah d'accord, ok. Mais on peut, en fait, on peut placer les orques sauvages. Si on les a, on peut les prendre pour les orques C'est vrai sauvages. qu'on peut placer Il, Bone Splitters. En plus, je dois il l'avoir, paraît Bone que, il, Splitters il là-dedans. paraît que c'est pas mal, hein. Alors ça, pour le coup, c'est le truc sur lequel j'ai le moins de retour. J'ai des bruits, tu vois. Et il paraît que c'est vraiment pas mal. Ouais, j'ai pas fait l'icône pour les Bone Ouais, Splitters. Bah, c'est pas grave, on va dire que Orc Warcraft, c'est Bone Splitters. Sur Twitter, ils ouais, sauront pas, donc ça va râler, mais de toute façon, Twitter, c'est leur spécialité ouais. de râler. Et, et, et dans l'ordre, je mettrais Sylvanet en meilleur du En bas, meilleur des nuls. suivi par, au meilleur des nuls, et ensuite suivi par Bon Peter, suivi par Slanesh, puis Kos, puis Sob en dernier, peut-être. Ok. C'est intéressant. Hein, il y a des scandales à mes yeux dans cette tier list. Il y a des scandales à mes yeux. On va en discuter un petit peu parce on a un petit peu le temps. Déjà, Cities of Sigmar. Oh là là. Oh là là. Il y a des listes Cities. Oh, on a Martin dans le chat, il est scandalisé pareil. Hein. Cos tout en bas. Cos tout en bas. Putain, quand tu vois ce qui sort en nain et en elfe, pouf. Euh, Ouais, mais oui. je dirais, pour les Écosse, je pense que c'est peut-être au-dessus, hein, mais déjà, à tort, c'est que pour l'instant, moi, j'ai affronté des listes qui étaient plutôt variées, avec des combinaisons qui étaient fortes dedans, donc je vois des unités qui sont puissantes, Exécuteur, Hammerer, Brise-Fer, il y a plein de choses qui sont vraiment très bien. Mais déjà, je trouve que c'est une armée qui manque grandement de vitesse. Donc, pour moi, elle excelle. Alors, oui, tu peux faire des combinaisons pour avoir plein de vitesse sur une unité, ça, on est complètement d'accord. Mais ça empêche que ça reste très limité dans le jeu, très conditionné à la survie de tes personnages. Ça marche de combinaison une fois pour projeter un truc, et puis après, bah, après, s'il y a 6 objectifs, bah, pour repartir d'un objectif à un autre, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire quand tu as lancé un truc sur un objet, pour le rapatrier sur un autre objectif on va dire, 12 pas de là, c'est extrêmement lointain pour la plupart de l'armée. Donc c'est pas toujours particulier. Et donc j'ai pas été comment dire, impressionné par l'armée COS, on va dire, mais j'ai peut-être pas assez affronté de spam dans ce truc-là. Et donc c'est peut-être pour ça que je le prends pas trop en compte sur la version. C'est peut-être un ressenti personnel. Donc c'est peut-être si COS se scandalise, il y a peut-être de bonnes raisons, c'est que j'ai pas affronté de liste trop spammée. Peut-être, ou peut-être que j'ai complètement tort. J'ai eu tort sur tellement de choses en ce début de version que tu sais. Mais c'est ça qui est drôle, c'est de proposer des choses et d'avoir tort. Parce que si on propose que quand on est sûr, bah, oh là là, je suis jamais sûr, moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je trouve un peu. Stormcast, je mettrais ça plus haut. Stormcast, je trouve ça tellement fort en ce moment. Bah, en fait, tout le monde trouve ça méga bien, mais en fait, j'essaie de me fixer. Moi, quand je les ai affrontés, je trouvais ça super bien. Je les ai joués une fois, j'ai trouvé ça super bien. Mais en fait, le gros problème, c'est surtout ce que la perf en fait, de ce que ça fait, quoi. C'est qu'en fait, c'est bien, mais ça fait pas mieux que 3-2, quoi. Tu vois, dans le méta actuel. Et pour le coup, eux, je les trouve très limités par le nombre d'unités sur table, quoi. C'est-à-dire qu'ils jouent avec rien. Tout est bien, tout a un rôle, c'est bien designé, les règles sont cool, machin, etc. Mais il n'y a rien sur table, quoi. Et en fait, en prise d'objectif, c'est très faible. La létalité est concentrée à des endroits très réduits. Donc, c'est ça très compliqué à jouer déjà, et pas simple finalement à faire des résultats en tournoi avec, quoi. Pourtant, ça semblerait être une bonne armée de solo quand tu la regardes dans son approche, tu vois. Mais en fait, j'ai l'impression que toutes les maths que tu vas faire sont des guerres absolues, quoi. Tu sais, tu pars pour 5 rounds de l'enfer sans pouvoir défoncer un type de manière simple, etc., tu vois. Ouais, ouais, ça peut-être, hein, mais tu vois, moi par exemple, quand je joue en corne, je sais pas si je dirais que j'ai des rondes simples. Si ça arrive d'avoir des rondes simples parce qu'il y a des erreurs. En fait, tu punis très fort les erreurs en corne. Donc Oui. forcément, mais le moment où les gens sauront jouer contre corne,
je pense que j'aurais aucune game simple, hein. Oui, mais ouais, mais toi, tu auras aussi progressé pendant ce temps-là, tu vois? Ouais. Donc, et puis tu peux adapter ta liste, tu vas changer des choses et donc le jeu corne, il a toujours été complexe et je pense qu'il va le rester, tu vois? Et comme Ouais. avant, c'était une armée qui gagnait pas avec des grosses wins, tu vois? C'est une armée qui gagnait par sa technicité en mettant, ça gagnait 12 à la fin, quoi. Après, mais pas oui, tu pars en guerre pendant, 5 heures, quoi. Tu vois? C'est long. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, pourquoi tu places Nurgle si bas? Parce que du coup, tu as pas mal joué Nurgle et tu trouves vraiment Mmh. Nurgle en dessous d'Iron Joe? Bah, si je dois prendre si, là, j'ai considéré ça en solo uniquement, parce que si on fait une série de team, c'est encore différent. Mais c'est surtout dans la capacité à pouvoir gagner un tournoi pour moi aujourd'hui, quoi, tu vois? Nurgle aujourd'hui, ça gagne pas de tournoi. Ça fait, 3-1, 4-1 dans le meilleur des mondes. Pour moi, rien qu'un Iron Joe, sur des pairings favorables, ça peut un peu mieux se passer, quoi. Tu vois, quand tu vas tomber sur un type et c'est pareil, dans le jeu, tu pars dans des guerres, hein. C'est-à-dire que tu joues 3 heures, plein clock, jusqu'au bout pour pouvoir décrocher une win, hein. Iron Joe, lui, il peut se dire: «Attends, T2, moi, je peux avoir gagné ma partie, au revoir, hein». Ça, pour moi, ça change un peu aussi le potentiel. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, on pourrait presque dire, jusqu'à tel, truc, c'est la limite pour faire du 5-0. Je sais pas où est-ce qu'on la mettrait, mais peut-être, derrière Save to Darkness, maybe? Oui, peut-être, peut-être, peut-être. Ouais, tu as raison. Peut-être le dernier, c'est jusqu'à même, Après, ça serait du Septembre Arcane, pour moi, 4-1. pour faire 5-0, c'est chaud. Tu mets du 4-1 jusqu'à Daughter of Cain? Avant, même peut-être jusqu'à Mmh, Cruel Boys? ouais, non, je pense que ouais, 4 ans même en Cruel Boss, c'est chaud, hein. Je pense que allez, jusqu'à ouais, bah, tu vois, par exemple, Stormcast, c'est une bonne armée pour moi de 4, hein, tu vois? Donc, je dirais, allez, jusqu'à ouais, sous Black Cruel Boy, ça veut à peu près, Ouais. un truc dans ce genre, ouais, je pense. Et après, on repart sur du 3-2, jusque, après, un bon joueur avec quasi toutes les armées, il peut mettre 3-2 en tournoi, je pense. Oui, oui, après c'est tout un ensemble, mais Oui, par c'est ça. exemple, si je devais faire, 3 dans le tournoi, je pense qu'Iron Joe, je me sentirais plus à l'aise qu'avec, Norgal. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Donc, bien préciser pour tout le monde que c'est une liste solo, une tier list solo. Euh, et la tier list team serait complètement différente. Par Ouais. exemple, Fire Slayer serait potentiellement beaucoup plus haut en tier list team. Bah, ouais, comme, Cardon aussi, hein. Par Ouais, exemple, FS, pourquoi pas Idonet, même Dr. Arcane, c'est des armées, comme tu l'as dit, par exemple, Mourati dans un roster de build, c'est intéressant, tu vois? En termes de mécanisme, d'utilisation au pairing et cetera, c'est un impact tout de suite beaucoup plus fort, même sur les cartes, en termes de pairing. Donc, oui, tout de suite, ça peut monter. Pareil pour un Sublight, qui peut tout de suite, gagner des noblesses d'un point de vue stabilité, heu, voilà. Et puis un Ogre qui peut descendre, par exemple, parce que Destru, mais tactique un peu pourrie. Bon, du coup, tu peux peut-être te dire qu'en équipe, c'est pas forcément ce que tu vas choisir. ouais, ouais. Et c'est marrant parce que je trouve, je sais, tu vas me dire si j'ai tort ou pas, mais Ogre Gluton et Gloom Troll, bah, ça se ressemble un petit peu quand même. Mmh. C'est une masse C'est de juste que tu en as PV un. qui tape Mmh. fort, qui va avancer sur la map sans que tu puisses l'arrêter. Bon, il y a plein de différences, hein, c'est pas les mêmes armées, etc., etc. Mais on a quand même un gameplay un peu similaire. Mmh. Ça ressemble, sauf que tu en as un qui a plus de vitesse que l'autre, quoi. Mais c'est le même genre. Ouais. Ah bah l'Ogre, il bouge de 14, quand on Gloom, il bouge de 6, quoi. C'est ça. Mais c'est la tu raison, c'est le même genre, c'est tout. Tu es touché, tu peux quasiment imploser à coup suivant, ça fait quasiment plus rien quand tu mets un monstre dans hit, il y a plein de petits mécanismes qui marchent pareil en face, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et ouais, Soul Blight, tu le vois si bas. Moi, j'ai eu tendance à. En fait, c'est marrant. J'ai eu des gens au début qui me disaient que Soul Blight, c'était incroyable, que ça repopait partout sur la table, donc c'était incroyable. Et j'ai l'impression que les mêmes personnes me disent: Ah, en fait, c'est pas si fort, etc. Moi, j'ai jamais joué contre et jamais joué avec. Est-ce que tu as un peu d'XP sur Soul Blight? Ouais, bah, en fait, je trouve que ça a pas changé. En fait, ils ont gardé le même style de game, ce qui me semble le plus fort, hein, est un gameplay pareil, anti-jeu, contrôle,
2 petits marteaux bien dissimulés que tu camoufles et tu gardes dans le temps et tu frappes un peu de manière chirurgicale. Ça fait ses tactiques, ça tient le board, ça joue sur toute la map. Donc très fort sur les scénarios un peu exposés avec, des trucs un peu partout. Heu, donc en fait, ça gagne, ouais, à tout péter de chez tout péter, tu vas décrocher des 12-8 quoi, tu vois? Et par contre, ouais, en faisant des très bonnes games, tu peux aussi te retrouver à faire, 8-9, 8-9 quoi. Et en fait, tu te dis: «Putain, comment est-ce que je me suis retrouvé à faire un 4?» Bah, en fait, j'ai vachement bien joué. Ouais, mais pour du gentil, tu bon mec, mais en fait en solo, ça fait pas rêver quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est intéressant. Après, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis 100% d'accord, hein, tout ce qui est dans le top. Je sais pas si Seraphon, je le mettrais aussi fort que Lumi et Osiark, mais encore une fois, c'est peut-être parce que j'ai pas assez d'XP dessus. Et que c'est beaucoup moins visible en ce moment. Ce qui veut pas dire que c'est pas bon. Mmh. Ouais, mais je Euh, trouve que bien piloté, tu as quand même la palette d'outils, elle est quand même, ouais. et puis tu as joué dans toutes les phases, hein. Ça fait tir, close, magie, manifestation, tu as tout, tu vois? Ouais, et puis le Slan, il est pas cher, hein, pour ce qu'il fait. Ouais, c'est clair, mais même, gratuit quoi. Il y a Sam qui pleure parce qu'il n'y a plus la capacité de punir qu'on avait avant sur Legend of Night. Ouais, tu punis moins, c'est vrai. Mais tu plus de contrôle, tu plus stable. C'est-à-dire que maintenant tu plus le côté: «Je peux perdre avec ma grande strat que je vais rater sur des 4+» quoi. C'est vrai qu'il n'y a plus de grandes strats et je pense que tout le monde est content. C'est clair. Euh, Est-ce que Sob est si bas parce que la méta est hyper agressive? Oh, la question est intéressante. Non, je pense que juste ils ont perdu trop en fait, hein. Tu regardes, ils leur ont enlevé tellement de choses. Après, c'était hyper Ça va, oppressant, hein. hein, mais ils ont plus de dégâts En fait, d'impact quasiment. ça reste fort en primaire, hein. Enfin, c'est pas, Sob se défend sur les scénarios avec peu d'objectifs et tout, mais déjà, ils jouent des trucs donc ils sont pas forts en tactique. Les tactiques de la entre guillemets, comment dire? De la saison, ne leur vont pas et en plus, il y a quand même une létalité dans le jeu qui n'est pas si, diminuée que ça et donc il y a beaucoup d'armées qui ont largement la capacité de faire tomber des Sobs en un tour. Yes, et puis surtout, j'avais fait le décompte et je crois qu'on a un seul scénario à 3 objectifs. Non. On joue sur beaucoup plus d'objectifs que la saison précédente. Et comme tu as Ouais. dit, le plus marquant pour moi, c'est bon, entre autres le fait qu'on a choisi un peu la violence en ce début de saison. Le fait qu'ils avaient des tactiques easy avant. Maintenant, bah, bonne chance, hein. C'est l'enfer maintenant. C'est vraiment horrible, hein. Bah, écoute Titi, on a fait une bonne petite tier list, on je la posterai sur Twitter ce soir, ça va être extrêmement drôle. Si tu as un Twitter, je te taguerai. Je sais pas si tu as un Twitter d'ailleurs? Non, c'est mon dernier sur les réseaux sociaux sur lequel je ne suis pas. OK, bah, je te taguerai pas alors, mais je te citerai parce que les gens te connaissent, voilà. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Hem, du coup, est-ce que tu as un petit mot de clôture, un petit truc à dire, aux gens, Bah, déjà, c'était très cool. Merci pour l'invitation et pour le format, je dirais original qui change de ce que je peux faire, sur les médias. Donc c'était très cool. J'ai beaucoup aimé échanger avec les gens et puis avec toi sur certains sujets, qui changeaient. Voilà, donc c'était très sympa. C'était la première fois que je faisais une tier list aussi à West, donc c'était malgré que je commençais à y avoir beaucoup joué. Donc c'était très cool, j'ai bien aimé. C'était vraiment sympa et je serais curieux de revenir dans quelques mois ou tu vois, pour, voir un peu des nouveautés, qu'on refasse le point avec encore plus de retours, peut-être après Atlanta ou des trucs comme ça, tu vois? yes, bah, carrément, pour rien te cacher, le but de l'émission, c'est d'avoir des chroniqueurs qui reviennent. Donc, ça sera avec un immense plaisir que je t'accueillerai à nouveau, après avoir, fait un petit cycle avec, d'autres invités. Mmh. Hem, donc, déjà un immense merci à toi, d'avoir fait la première, qui est probablement la moins bien produite, avec des assets dégueulasses, mais l'important, c'est le contenu. Les Ouais, assets vont c'est cool. évoluer, j'ai commencé à bosser dessus, ça va arriver, avec le temps. En tout cas, un immense, immense merci aux viewers. Vous avez été extrêmement nombreux ce soir, ça fait très chaud au cœur. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les gens qui ont sub, j'en ai vu plein passer.
Merci beaucoup. Si vous soutenez la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Et sinon, il faut que je vous annonce le prochain invité. Alors, la prochaine émission, c'est pas la semaine prochaine parce que je suis à Nottingham, donc je peux pas le faire. Ah oui, avant d'annoncer, ça serait très cool si vous me faisiez des retours. Je vais vous remettre le lien du Discord. Bah, il est en bas, juste en dessous, dans la chaîne. Je vais vous le remettre quand même parce que je suis très friand des retours sur le format. J'ai écrit tout ce format, mais tout est sujet à évolution. Si jamais vous avez trouvé des choses trop longues, trop courtes, pas pertinentes, le but c'était de garder un format compact. Parce qu'une émission au-delà de 1h45, les gens ils s'ennuient, ils regardent autre chose. 1h45, c'est déjà, je pense, c'est la bonne taille d'émission. Et donc voilà, dites-moi si vous avez aimé le format, si vous avez des choses que vous voudriez qui changent, etc. N'hésitez pas, faites-moi tous les retours que vous voulez. Je les lirai tous et je prendrai en compte ceux qui sont importants. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines, le 24 à 20h, avec Sam Squigard qui sera là du coup pour le deuxième épisode de Ivy Meta. Vous aurez le formulaire pour lui poser des questions à partir de demain. Je le posterai sur le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et je vais vous dire bonne soirée. À plus. À plus. Salut.